Et je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes un peu loin, mais on va s'habituer, hein. J'ai l'impression d'être à perpète. Alors, la première des choses, c'est que c'est pas juste du racolage de dire que c'est un défi pour les ingénieurs. Une question de fond, quand même. L'écologie, moi, de mon temps, c'était, parce que je suis vieux, hein, je suis rentré à l'X en 75, c'était un truc de naturaliste, de biologiste. Et donc, on pourrait se dire, la transition écologique, c'est juste mettre au pouvoir les gens qui s'occupent de ces sujets-là. En fait, l'expérience pratique montre que c'est pas ça du tout et que vous avez quand même beaucoup de chance parce que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous allez apprendre, ça va servir à faire des choses très intéressantes, ce qui consiste à refaire le monde. Donc c'est ça l'idée. Hein. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut un peu refaire le monde. Il y a un gros débat sémantique sur transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un truc de mode? Parce qu'il y a quelques années, on entendait parler de développement durable. Il y a des directions de développement durable qui sont créées dans les boîtes. Il y a les jeunes qui cherchaient du boulot dans les directions de développement durable. En fait, l'expérience montre que sur ces enjeux-là, les boulots sont partout. Et ils ne sont pas juste dans les directions environnement ou dans les directions durables. Mais ça, on en reparlera à la fin. Alors, du point de vue du déroulé ou de la manière de faire, je vais vous présenter quelque chose d'incroyablement synthétique. C'est-à-dire, je vais passer en revue des choses très globales. J'ai absolument pas l'intention ni le temps de rentrer en détail sur chacun des sujets. Et je pense que vous avez largement le temps dans les prochaines années de rentrer en détail sur chacun des sujets. Donc, je vais brosser un peu large. Je n'ai pas le temps du tout de faire autrement. N'hésitez pas à me poser des questions, même à m'interrompre dès qu'il y a quelque chose qui pour vous n'est pas du tout clair. J'ai 4 points. C'est rappeler quand même qu'on est dans une situation un peu difficile et que si ça continue comme ça sera encore plus dur. Bon, pas forcément pour les plus riches des pays les plus riches, mais globalement, on est 7 milliards de terriens sur la Terre, et donc il y a quand même quelques sujets qu'il faut se rappeler. Le diagnostic, on va en parler ensemble, il est plutôt bien fondé sur le plan scientifique, et il est assez peu subjectif. Sur les causes, c'est-à-dire le troisième point que je vais évoquer, là c'est plus personnel, donc je me mouille un peu plus. Et sur les solutions, là je vais vous raconter mon expérience des quelques années qui viennent, je vais vous raconter ce qui me semble être les pistes. Alors, le premier point qui me paraît vraiment très important, c'est de comprendre que la puissance de l'humanité est devenue colossale et qu'elle n'a jamais été autant depuis que cette belle espèce biologique est apparue sur Terre. C'est important de le comprendre. Il y a des chiffres assez simples, hein, du style la quantité de matériaux qui est déplacée par l'humanité chaque année, qui se mesure en milliards de tonnes, et de l'ordre de grandeur de la quantité des matériaux que rejettent les volcans. Les émissions de gaz à effet de serre annuelles, c'est de l'ordre de 50 milliards de tonnes de CO2. Ça modifie la composition de l'atmosphère. Bon, donc tout ça n'est pas anecdotique. On a une puissance qui est très inégalée. Et c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Je vais vous raconter une anecdote qui sort d'un livre qui s'appelle Un avenir sans poissons, de Philippe Curie, qui est un grand chercheur, grand spécialiste des ressources halieutiques en France et dans le monde. Et il explique qu'à la fin du 19e siècle, on pensait que plus on tirait sur les poissons, plus on les pêchait, plus ils se reproduisaient. Et donc, parce que on leur créait un stress, et donc ça leur donnait envie de résoudre le stress. Donc cette idée que l'espèce humaine puisse être une espèce qui modifie massivement son environnement, c'est une idée incroyablement moderne. Elle est très récente. Et souvent, le fait de ne pas se le dire en face, de ne pas se l'avouer, ça bloque complètement la compréhension de plein d'autres sujets. Hein. Sur le climat, dont je vais parler tout à l'heure pendant quelques minutes, il y a beaucoup de climato-scepticisme qui est simplement dû à cette espèce de bon sens de paysan qui consiste à dire bon, la météo, on l'a subie, c'est quand même pas nous qui allons changer le climat. Eh ben si. Deuxième point sur lequel je pense que c'est très utile de se faire la remarque, c'est qu'on parle des catastrophes naturelles. Alors moi j'ai fait cette conférence que je fais aujourd'hui devant un parterre de 400 assureurs et assureurs. Bon, donc les catastrophes naturelles, ils connaissent bien.
La grande question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Est-ce qu'il existe des catastrophes qui sont purement naturelles? Comment un assureur ou un réassureur fait la distinction entre une catastrophe naturelle et une catastrophe qui n'est pas naturelle? Ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il y a plein de causes qui sont mélangées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans l'évolution des phénomènes extrêmes, dans l'évolution des cyclones, des tornades, qui sont apparemment des catastrophes naturelles. Derrière, vous allez retrouver le fait que le changement climatique multiplie ce type d'événements ou intensifie ses effets. Dernier point de ce petit slide. Vous savez sans doute que si on prend les causes de décès au XXe siècle, la première grande cause, c'est sur je sais pas, 5-6 milliards d'êtres humains qui sont morts au XXe siècle, la première grande cause, c'est les maladies. Et puis il y a une grande cause qu'on connaît, parce qu'elle est ultra médiatisée, qui sont les conflits, les grands conflits du XXe siècle, qui sont les conflits militaires, mais qui sont aussi les déportations par l'ami Staline, qui a déporté 3 millions de personnes en Ukraine, dont on parle maintenant, qui sont évidemment la Shoah et la destruction. Tout ça, ça pèse des centaines de millions. Il doit y avoir 200 ou 300 millions de morts qui sont dus à ces causes-là. Je crains, moi, que si on continue sur le rythme sur lequel on est en train de créer des pressions sur notre environnement, les choses s'aggravent et que le paquet de causes qui sont liées à ces problèmes-là conduisent à des conséquences de morbidité qui soient terribles. Alors, je suis désolé, parce que je vous prends froid tout de suite et d'entrée de jeu. Rassurez-vous, la fin est plus positive. Mais il faut quand même, c'est mon point de vue, il faut quand même regarder la réalité en face, parce que comme d'habitude, si vous avez une maladie, si vous vous cachez derrière votre petit doigt sur l'ampleur et le risque de cette maladie, vous ne risquez pas de la soigner, d'accepter les régimes qu'on vous impose. Alors, petit tour de piste. Alors, si j'arrive à le faire marcher. Ouais, c'est ça. Bon. Le climat, je vais en parler pendant 2 minutes. Épuisement des ressources et des sols. Il y a beaucoup de littérature scientifique sur le fait que les sols deviennent de plus en plus pauvres au niveau global. L'érosion de la biodiversité, donc ça, là aussi, je vais être extrêmement rapide. On sait mesurer maintenant la vitesse d'extinction des espèces et des familles. Ça va à toute vitesse, beaucoup plus vite que ça n'a jamais été. La pollution, c'est connu. Les crises alimentaires, c'est connu. Crise financière, c'est un mélange. C'est-à-dire que j'aime bien mettre dans le même paysage de crise, l'ensemble des crises, même si elles ne sont pas toutes écologiques, parce qu'on parle de transition écologique, en réalité, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est une méga transition sur un ensemble de domaines. J'ai mis risque de pénurie pour matériaux stratégiques, parce qu'il y a aussi une très forte tension sur les matériaux. Je mets risque parce que c'est pas facile à évaluer. S'il y a quelque chose qui est assez clair aujourd'hui, c'est qu'on connaît extrêmement bien les ressources pétrolières conventionnelles. C'est pas si facile que ça de bien connaître les ressources de charbon. C'est pas si facile que ça de connaître les ressources en terres rares et tout un tas de choses comme ça. Donc il y a des risques, on n'est pas tout à fait sûr. Ah oui, non, je reviens en arrière quand même une demi-mot, c'est l'anthropocène. L'anthropocène, c'est un truc de stratigraphe. Donc ça, c'est un truc de savant. Aujourd'hui, on vit dans l'Holocène. Donc c'est de mon temps, on appelait ça le Quaternaire gentiment. Et il y a tout un tas de scientifiques de très haut niveau qui se réunissent régulièrement et qui se disent, tiens, est-ce qu'il ne faut pas marquer le coup et se dire, grosso modo, depuis 1850, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère biologique qui est caractérisée par le fait qu'on a une espèce, qui est l'espèce humaine, qui a un rôle spécifique et un impact. C'est pas de l'anthropomorphisme, c'est pas de l'anthropocentrisme, c'est pas de la philosophie. C'est juste un constat. Et donc, ils se bataillent entre eux parce que ça se discute. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et donc, c'est Crutzen, Paul Crutzen, qui a un prix Nobel de chimie, qui a proposé qu'on appelle cette période anthropocène. Moi, j'aime bien ce terme parce que je pense que ça permet de bien se rappeler ce rôle nouveau qu'on a dans l'histoire de la vie. Ça, c'est un tout petit rappel. Très belle courbe exponentielle. On verra tout à l'heure qu'il y a une inflexion qui est en train de se passer. J'aime bien rappeler aussi qu'il y a quand même 3 moments clés dans cette histoire. Le moment où on devient une espèce sédentaire, c'est ici, là. Le rapport à la nature est vraiment très modifié. Il est considérablement modifié parce qu'on devient agriculteur, on devient éleveur, on joue sur l'environnement. Il y a des gros débats, d'ailleurs, dans la communauté des climatologues pour savoir s'il n'y aurait pas déjà des modifications du climat là, dans cette période-là.
on se met à avoir nos effectifs qui croissent gentiment. Et là, crac, ça s'accélère. Donc ça, c'est un deuxième moment absolument majeur. C'est le moment de la révolution scientifique thermo-industrielle. On en reparlera tout à l'heure. Donc là, on se met à fabriquer des milliards à l'appel assez vite. Et puis 6 milliards en 2000, 7 milliards aujourd'hui. Là aussi, c'est très déterminant parce que, évidemment, que l'impact et la puissance de l'espèce humaine sur son environnement dépend de deux grands facteurs. C'est la quantité, donc les effectifs, la population, et d'autre part, la puissance individuelle de chacun d'entre nous. Quand on multiplie massivement les effectifs et quand on multiplie massivement la puissance individuelle, ça a des effets non négligeables sur notre question. Alors, je vous montre ça. Ne cherchez pas à voir tout le sens de chacun de ces petites courbes. Donc, vous avez dû apprendre ce que c'était qu'une exponentielle dans vos études récemment. Ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a tous les processus sur lesquels on est aujourd'hui sont des processus exponentiels. J'aurais pu vous en mettre 3 pages. Lisez le bouquin là, de Christophe de Bonneuil là, qui s'appelle Événement Anthropocène. Vous en aurez plein. Là, j'ai un tout petit raisonnement de base que je vous soumets, qui est est-ce que les exponentielles peuvent monter jusqu'à la fin des temps dans un monde qui est manifestement fini. Je passe à la question, vous ramasserez la réponse en fin de cours. Vers la 6e extinction. Donc là, je fais un petit point complémentaire sur chacun des sujets que j'ai cités avec vous. Il me faudra un verre d'eau parce que sinon, je vais désespérer mon auditoire. Merci. Alors, 500-600 millions d'années, c'est à gauche. 0, c'est maintenant. Donc là, pareil, j'ai parlé d'anthropocène, d'anthropomorphisme, de problèmes humains. Pour qu'il n'y ait pas de débat entre nous, je pense que ce que les biologistes, c'est Wilson qui a inventé la notion de 6e extinction. Donc lisez le bouquin de Wilson, il est vraiment très intéressant, même s'il est déjà un peu vieux. Vous voyez, il y a des grands, ça varie beaucoup la diversité biologique. Il y a des grandes périodes où ça a été vraiment un peu massif. La 5e, tout le monde la connaît, c'est au moment des dinosaures. C'est sans doute une météorite, peut-être un peu de volcanisme, enfin il y a encore des débats. La 6e, c'est maintenant. Donc vous voyez, la descente est verticale. Donc ça va vraiment vite en ce moment. Mais ce que vous voyez aussi, et ce qui me paraît vraiment très très clair sur ce graphique, même s'il est très sommaire, très simpliste et très simplifié, c'est qu'il y a du rabat. Donc il y a encore beaucoup d'espèces. Donc on est sur un process où on attaque dans le dur, dans la biodiversité, mais il y en aura encore beaucoup. Donc moi, mon problème vraiment principal, pour être très simple sur mon propos, mon problème principal, c'est mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. C'est pas tellement l'avenir des espèces qui m'intéresse affectivement, mais c'est pas ma priorité absolue. Ma priorité absolue, c'est de savoir si dans un environnement qui est de plus en plus hostile, mes enfants, mes petits-enfants, ceux de mes confrères, de mes consoeurs vont vivre bien dans cette affaire-là. C'est ça mon sujet. Pour pas qu'il y ait de malentendus, je ne suis pas un écologiste, comme on dit, intégriste, qui se dit la priorité absolue, c'est la survie des espèces. Et il y a un gros gêneur qui est l'espèce humaine. Donc la solution au problème est assez simple. Il suffit de supprimer le gêneur et après tout va mieux. Donc c'est pas complètement mon point de vue. Cela c'est juste pour vous amuser. J'aime beaucoup cette image. Celle-là est moins drôle quand même. Je vous ai parlé tout à l'heure de Philippe Curie. Là aussi, lisez le bouquin. Il est extrêmement bien fait. Il est vraiment passionnant. C'est une carte de densité. Vous voyez, ça c'était en 1900, là, par ici. Donc là, il y avait beaucoup de petits animaux dans la mer. Et puis là, c'est maintenant, il y en a beaucoup moins. Alors, elle est plus jolie quand on la voit dans l'ordinateur parce que les couleurs sont meilleures. Enfin, grosso modo, ça se réduit à toute vitesse. Et ce qui est aussi, mais ça, vous devez le savoir aussi, ce qui se réduit aussi à toute vitesse, c'est la taille et les longueurs des chaînes trophiques. Donc, il y a un vrai sujet. Les bouquins suivants de Curie et de son copain, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est un Américain, c'est l'ère du mucus. Moi, j'adore cette expression. Il dit, si on continue à ce rythme-là, il n'y aura plus de poissons supérieurs, les chaînes trophiques dans les océans vont disparaître, et donc ce qui va être très sympa, c'est les méduses. Donc l'ère du mucus, c'est que le petit déjeuner, non pas le petit déjeuner, mais le déjeuner, au lieu de manger une sole, avec ou sans arrêt, on mangera un steak de méduse. Ce
qui est un petit peu désagréable. C'est à peine une plaisanterie. Donc là, il y a une vraie inquiétude sur le sujet. On verra à la fin de cette discussion entre nous qu'il y a des solutions en cours, en vue, mais à ce stade, si on ne fait pas bouger les lignes, si je peux m'exprimer ainsi et faire ce mauvais jeu de mots, ça va aller assez mal pour nos petits poissons et donc pour nous. Oui, pour nous, parce qu'il doit y avoir quand même 2 milliards de personnes qui habitent au bord des côtes et dont la vie dépend de la ressource halieutique. Et là aussi, une petite anecdote, à la fin dans les années 90, les scientifiques, donc vous faites partie, disaient attention, la morue de la Terre-Neuve est en train de s'effondrer et si on continue la surpêche de la morue, il y aura des problèmes très sérieux, on va aller au-delà des capacités de reproduction de la dite morue. Les pêcheurs canadiens, à l'époque, disaient « mais vous êtes bien sympa, mais nous, c'est notre revenu, c'est nos enfants, c'est notre endettement, donc il va bien falloir qu'on continue à pêcher pour vivre, quoi, pour survivre. » La fin du conflit, c'est que les scientifiques avaient raison sur ce coup-là. Donc plus de morue, mais donc plus de revenus pour les pêcheurs, et donc il a bien fallu fermer les pêcheries. Donc, et puis il a bien fallu que quelqu'un paye les fameuses dettes. Donc l'histoire aurait été plus intelligente, je pense, si on avait intégré les avertissements des scientifiques à l'époque. Sur le réchauffement climatique, j'espère que vous allez y passer quelques heures de manière plus détaillée, parce que là, je vais vous expédier ce sujet-là en 2 minutes. Ça, c'est le site d'un des grands laboratoires qui fait la mesure de la température moyenne planétaire. C'est un truc compliqué, c'est un truc d'ingénieur. Il faut modéliser la planète, c'est pas vraiment une sphère, c'est un truc compliqué, je suppose que c'est une géoïde ou un truc comme ça. Les capteurs, ils sont placés à des endroits, parfois trop près des villes, parfois pas assez densément placés, donc il faut reconstituer les calculs qui sont produits. Donc c'est un vrai bazar, c'est vraiment très très compliqué. Et c'est un truc d'ingénieur. Parce que quand même, il faut que je traite mon sujet. Hein. Tout ça, c'est des trucs d'ingénieur. Ça, c'est la température, vous voyez, en annuelle moyenne, et puis en moyenne glissante de 5 ans. On a pris en moyenne 0,8 degrés depuis 1880. Alors, c'est 0,8 plus ou moins quelque chose. Hein. Ça, c'est pas du tout débattu. Les grands laboratoires qui font ça tombent exactement sur le même résultat à epsilon près. Ce qui n'est pas non plus débattu, c'est qu'on commence à voir les effets, et surtout, ça c'est assez récent, parce que vous savez, le groupement international des experts sur le climat, il a été créé à la fin du XXe, il fait un rapport tous les 5-6 ans, le dernier est de 2013-2014, c'est 3 rapports, je dis un rapport, c'est 3 rapports, un rapport sur le diagnostic, un rapport sur les conséquences et un rapport sur les remèdes économiques, donc les conséquences et l'adaptation. Bon. Ces rapports sont de plus en plus élaborés, de plus en plus lourds, de plus en plus consensuels, parce qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'articles scientifiques qui sont revus de manière extrêmement méthodique tous les 5 ans par des centaines de gars qui font les rapports, de gars et de filles d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui s'occupent de ces sujets-là. C'est assez récent qu'on commence à dire les perturbations climatiques qu'on observe, on sait bien dire aujourd'hui qu'elles sont liées au changement climatique. Ça n'a rien d'évident. Je prends un exemple. Vous avez eu un été extrêmement chaud en Russie il y a 2 ans. Bon, est-ce que c'est juste une anomalie saisonnière, un truc qui arrive de temps en temps, ou est-ce que c'est directement ou indirectement lié au changement climatique? On ne savait pas du tout répondre à cette question il y a quelques années. Là maintenant, les scientifiques sont de plus en plus sûrs du coup, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à dire il y a un ensemble de perturbations qu'on observe, des changements de pluviométrie, des changements d'ensoleillement, des choses comme ça, dont on arrive vraiment à dire, indépendamment du réchauffement lui-même, hein, qui est évident, quelles sont bien la signature du changement climatique. Donc, on est vraiment très sûr de notre diagnostic, et ce diagnostic est quand même légèrement préoccupant. Pour quelles raisons? On est dans une période interglaciaire. Hein. La fin de la dernière période glaciaire, c'est grosso modo le début de la sédentarisation. Grosso modo, il y a à peu près 10 000 ans, elle avait duré quelques dizaines de milliers d'années, un peu plus même. Ça, c'était la géographie
Donc on ne reconnaissait pas du tout notre paysage, là, les côtes, on ne reconnaissait pas. On traversait à pied sec la Manche, pour vous dire. Et il y avait, c'est l'époque des mammouths, et donc il y avait en France, il y avait 1 à 2 kilomètres de glaciers sur la partie est de la France, et c'est l'époque de très grands froids. L'écart de température planétaire entre cette période glaciaire et notre période interglaciaire, c'est 5 degrés. Il faut bien avoir ça en ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'en ordre de grandeur, la moyenne de la température planétaire est de 15 aujourd'hui. 15 degrés Celsius, c'est à peu près la moyenne d'ailleurs du climat en France. C'est une moyenne, on est bien d'accord, c'est la moyenne annuelle de la moyenne de chacun des jours sur l'ensemble des points de la planète. 15 degrés. Et ben, il y a, au moment de la glaciaire, on était à 10 en moyenne. En moyenne. Alors en Europe, on était plutôt à 5, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt 10 degrés d'écart, mais grosso modo, c'est pas si énorme que ça. Donc ça veut dire que ce qu'il faut retenir, là, le message, c'est que 5 degrés, c'est un changement d'air climatique. Alors, dans un sens, il y a du plus froid au plus chaud, vous voyez ce que ça a fait. Dans l'autre sens, qui est la question de savoir qu'est-ce que ça fait quand on fait 5 degrés de plus, c'est un peu plus difficile à imaginer, parce qu'on n'a pas véritablement de point de repère, parce qu'au moment des dinosaures, là, il y a 65 millions d'années, il faisait chaud. Il faisait probablement à peu près 5 degrés de plus, mais entre-temps, il y a eu tellement de modifications de l'ensemble des paramètres qui drivent le climat que ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une représentation. Donc on a du mal à savoir ce qui va se passer dans la fin du XXe siècle si on prend effectivement les 5 degrés, mais on sait que c'est un changement extrêmement massif et on sait que c'est un changement qui se fait en 100 ans, alors que normalement, un passage de glaciaire en interglaciaire, ça se joue sur des milliers d'années. Donc on sait aussi que la variation de la température qu'on est en train de faire subir à la planète, elle n'a jamais été en vitesse, en gradient, aussi importante que ça dans l'histoire de la planète. Alors pourquoi je parle de 5 degrés ? Parce que le GIEC étudie de très nombreux scénarios qui sont faits par de nombreuses équipes scientifiques. Il y a au moins 15 à 20 équipes de modélisateurs dans le monde qui travaillent sur les scénarios futurs. Et la synthèse de tous ces travaux, c'est que dans un scénario, une trajectoire business as usual, c'est-à-dire dans l'hypothèse où on continue à émettre les émissions à émettre le CO2 et les autres gaz à effet de serre à la même vitesse que ce qu'on fait depuis quelques décennies, alors l'augmentation probable de la température moyenne planétaire est quelque part autour de 4 à 6 degrés d'ici la fin du XXe siècle. Donc c'est ça dont il est question, c'est pour ça que c'est pas très très cool. Donc j'ai été très rapide sur l'aspect crise, on pourrait en discuter pendant 10 heures, mais on ne va pas en discuter pendant 10 heures. Donc je passe au deuxième point qui est qu'est-ce que ça donne dans les projections. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de ce 5 degrés. Donc là vous voyez la température qui augmente gentiment de 1950 à 2000, et puis là vous voyez, ça c'est dans la dernière livraison du rapport du GIEC. Alors tout ce que je viens de dire là c'est extrêmement facile à trouver. Vous allez sur le site du GIEC ou de l'IPCC, après je pense qu'il est traduit en français et en anglais, et là vous avez là-dedans les rapports de synthèse qui sont assez faciles à lire, où c'est bien documenté, il fait un gros travail pédagogique, et si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez au rapport lui-même, là c'est des centaines de pages, bonne lecture, et je rappelle, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que le GIEC, ce n'est pas des scientifiques qui font de la science du climat, c'est des scientifiques qui font la synthèse de la science du climat. Donc leur travail est un travail de sélection et de synthèse, et ensuite ils négocient pendant des années et des années pour se mettre d'accord sur ce qu'ils racontent dans le texte. Donc là, vous voyez que dans un scénario business as usual, qui est celui-là, on a une augmentation de température qui se balade dans la fourchette plus 4, auquel je rajoute 0,8, je suis dans mes 5 degrés. Le deuxième truc sur la question de l'avenir, c'est la question des ressources. Alors là aussi, c'est un énorme débat médiatique. Et il y a plein de sujets. Donc là, j'en prends qu'un pour bien l'illustrer. Alors, on aime bien avec Jean-Marc Jancovici parler du théorème des intégrales bornées. Mais en fait, à vrai dire, je ne sais pas s'il est enseigné ce fameux théorème des intégrales bornées, donc j'en sais rien. En tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que quand vous avez ici une courbe dont l'intégrale est finie, forcément, la courbe passe par un maximum et on converge vers 0 à l'infini. Ça, je pense que c'est quand même pas très compliqué. Et donc la question, c'est la suivante. Est-ce que, oui ou non, le pétrole sous terre est fini ? Réponse ? Oui. Bon. Il est fini. Le pétrole qu'on peut chercher est fini. Donc c'est pas un débat, ça. Le vrai débat, c'est de savoir à quel moment on envisage qu'il y ait ce maximum.
Et quel est et le deuxième vrai débat, en dehors de la question du maximum, voilà, c'est la question de la gueule, excusez-moi, de la tête, de la courbe une fois qu'on a passé le maximum. Parce que vous comprendrez assez bien, là je vais être un peu simple, que si on est sur un plateau gentil et que ça dure 4 siècles, on a peut-être un peu le temps de se retourner. C'est pas complètement la même chose que si tout d'un coup on a ça, puis boum, ça se met à descendre vite. Donc l'enjeu n'est pas du tout l'enjeu mathématique, parce que ça, tout le monde est assez d'accord. L'enjeu est l'enjeu de où est-ce que ça se passe. Les URR, c'est les estimations possibles des gigabarils qui sont sous terre, parce que autant on est là, je parle du pétrole conventionnel. Hein, on aura un débat à la fin, si vous avez envie de l'avoir, sur le non conventionnel, qui est un autre sujet, mais là je parle que du conventionnel, hein, pour être vraiment très simple. Selon ce qu'on estime être la quantité de pétrole sous terre, on a des têtes de courbe qui sont un peu comme ça, quoi. Le truc qui est, de mon point de vue, relativement indiscutable, parce que ça, j'ai eu la chance d'être président du groupe des experts, donc je me suis tapé les points de vue très divergents de tous les bons experts français et européens pendant 6 mois. Donc c'est très dissensuel, cette affaire-là. Le seul truc dont je suis assez sûr, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat sur le fait qu'on a une pression pétrolière importante quelque part dans ce siècle. Ça, je suis assez sûr. Est-ce qu'il y a un sujet là aussi un peu majeur, parce que là vous êtes un peu jeune, mais quand même vous devez comprendre qu'il y a un sujet spécifique dans la question énergétique qui est le sujet de l'énergie sous forme liquide. Là, là je vais aller vite parce que je vais passer au point suivant, mais là vite, en un mot et que vous ayez un repère, il y a plein de façons de faire de l'électricité. On peut le faire avec du charbon, du gaz, du pétrole, de l'hydraulique, on peut le faire avec de l'éolienne, on peut le faire avec du solaire, on peut le faire avec tout un tas de trucs, du bois, puisqu'à Gardanne, il y a un joli passage charbon-bois. En revanche, l'énergie sous forme liquide, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'options, et donc pour faire voler des avions, on a un grand client qui s'appelle, la filiale régionale d'Air France s'appelle HOP, beaucoup discuté avec lui. C'est sympa de penser au biocarburant, mais aujourd'hui, très très concrètement, les avions, ça roule, ça vole avec du kérosène. Donc s'il n'y a plus de kérosène pour faire voler les avions, c'est un tout petit peu compliqué. Donc je ne suis pas en train de vous dire que demain matin, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'énergie. Je suis en train de vous dire qu'il y a un sujet global dans notre histoire, et que ce sujet global, c'est votre sujet à vous, sympa, merci. C'est de vous occuper du fait que sur la question des ressources, il va falloir considérer, comme pour les poissons dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y a des tensions et qu'il faut être économe et sobre. Alors j'ai appris que ce très beau bâtiment était BBC ou positif même. Bon, donc on voit bien qu'il y a des solutions, donc j'en reparlerai tout à l'heure, hein, pour qu'on soit bien d'accord tout de suite. Je ne suis pas en train de vous raconter la fin du monde. Je suis en train de vous dire, on est devant un paquet fini de ressources, il faut qu'on apprenne à considérer et à jouer avec le fait que ce paquet de ressources est fini. Alors, quand j'ai passé le bac en 72, et Meadows, comme il savait que je passais le bac, il a sorti le rapport Meadows. Donc c'est très ancien pour vous, mais c'était à l'époque très 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 remarquable, c'est-à-dire que c'était le premier rapport, en fait, c'était au MIT ce gars-là, qui disait Achtung, Achtung, il y a un sujet, si on continue sur les courbes sur lesquelles on va avoir des difficultés au XXIe siècle. Vous êtes aussi à nouveau trop jeune pour vous rappeler les débats infinis qu'il y a eu sur le rapport Meadows. Hein. Tout un tas de gens disent ce truc est un truc d'écolos radicaux, ils n'y connaissaient rien, ils ont rien compris. Ils pensaient qu'il y avait 30 ans de réserve de pétrole, c'était en 70, en 2000, il y a encore 30 ou 40 ans de réserve de pétrole. Donc tout ça, c'était de la mauvaise science. Moi je pense à peu près exactement l'inverse, c'est-à-dire je pense que Meadows et son équipe ont été assez géniaux, c'est les premiers à mettre le doigt sur ce problème-là et à dire il y a un sujet 21e siècle. Je pense que ça, il fallait le faire, c'est un truc intéressant. Donc ça vaut le coup, hein, dans vos insomnies, et si vous n'avez pas de problème avec l'examen de demain, de lire le rapport Meadows. Donc là aussi, je vais à toute vitesse, hein, j'ai 3 minutes sur la question. Donc là, le point, donc 1, aujourd'hui on a une crise systémique, 2, attention, si on continue comme avant, ça va être un petit peu lourd. C'est ça les 2 messages. J'ai jusqu'à quelle heure? Je ne me rappelle plus. Oh, c'est très très cool. Ça va pour le moment? Bon, alors ça, on continue. Donc je vous ai dit jusqu'à présent, tout ce que je vous avais raconté, c'est vraiment de la bonne science. Donc vous lisez, vous verrez.
Alors, lisez pas Claude Allègre, parce que c'est de la mauvaise science sur le climat. Donc, c'est un bon physicien. Enfin, il a été bon. Sur le climat, il est très mauvais. Donc quand je dis que c'est de la science, hein, qu'on s'entende bien, si vous voulez regarder ce qui se dit sur les difficultés qu'on a et les épuisements de sol, vous allez chercher les spécialistes du sujet, les bons, quoi, hein. Et sur le climat, vous allez chercher les climatos et ainsi de suite. Ne vous trompez pas et n'écoutez surtout pas Alain Grandjean, qui n'est pas un scientifique. Donc moi, là, je suis un médiateur, hein. Donc je vous dis, allez chercher la bonne science. Et ce que je dis, jusqu'à présent, vous verrez que je ne me suis pas trop trompé, et donc je ne suis peut-être pas un scientifique, mais en tout cas, je sais lire la science, ou je sais lire les synthèses des sciences. Là, sur les 3 causes, je fais de la science humaine, je fais de la sociologie, je fais du Alain Grandjean, et donc peut-être que je raconte n'importe quoi. Donc on y va. Là, je crois que je raconte pas trop n'importe quoi. C'est une très jolie courbe qui s'appelle le fait qu'on est en train de cramer 12 milliards de tonnes d'équivalent pétrole chaque année, en ce moment-là. On est par ici, donc c'est entre 12 et 14 milliards de TEP. Donc ça fait 1,7 TEP, tonnes d'équivalent pétrole par personne. Pour que vous ayez les idées claires, c'est 4 en moyenne en Europe. Donc chacun d'entre nous, en moyenne, hein. Si vous prenez très très souvent l'avion, c'est plus, mais en moyenne, on crame 4 tonnes d'équivalent pétrole chaque année. Les Américains sont plutôt à 8, et la moyenne, elle est plutôt à 1,7. Quand vous regardez ce que disent... alors attendez, j'en parle après. Et ici, c'est d'où ça vient, hein. Donc ça vient du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire, de l'hydraulique, et puis, enfin, du bois et de l'hydraulique, hein. C'est comme ça que c'est fabriqué. Donc ça, c'est y compris le bois. Donc ça veut dire que là, il faut un tout petit point de repère, hein, que vous ayez les idées bien claires en tête. La belle source d'énergie actuellement, bien à la mode, bien en vogue, c'est le charbon. C'est la source d'énergie qui est de très très loin la plus polluante et qui a le plus fort impact en termes d'émissions de CO2. C'est du carbone presque pur, le charbon. Donc ça, il faut que vous ayez en tête. Je vais vous donner juste un chiffre. Pour faire 1 kWh dans une centrale au charbon, c'est 1 kg de CO2. Quand on est sur du gaz, on est à 5 fois moins. Et quand on est sur de l'hydraulique ou du nucléaire, on se balade quelque part à moins de 100 grammes. Bon, il y a des débats non plus finis pour savoir si 10, 20, 30 ou 40. Nous, on bosse, on fait le bilan carbone d'EDF. Je ne suis pas en train de vous faire de la pub pour le nucléaire, hein, soyons clairs. Là, je suis en train de vous parler de l'impact CO2 de ces sources d'énergie. Donc, ce qui est un tout petit peu déprimant quand on est déprimé le matin, on regarde cette courbe, on se dit c'est quand même déprimant. Grandjean nous dit qu'il y a des solutions en vue, sauf qu'on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de développer à toute vitesse le charbon, hein, et essentiellement pour faire de l'électricité. Le pétrole, il ne se développe plus, hein, on est maintenant clairement dans un plateau. En revanche, comme j'ai dit tout à l'heure, on a du mal à se repasser pour conduire nos chères bagnoles et pour faire voler nos avions. Ça, c'est une courbe, c'est à peu près la même, alors elle a plus ou moins quelque chose, hein, donc il ne doit pas y avoir le bois, c'est pour ça qu'elle ne donne pas exactement le même montant. Et vous avez en rouge la consommation par personne. Là, elle est en kilowattheure, donc on est à 20 mégawattheures en personne en moyenne, ce qui est l'équivalent de 1,7 TEP. Il y a tout un tas de prospectivistes sur les questions énergétiques qui disent on devrait réussir à vivre bien avec 1,5 tonnes équivalent pétrole par personne. Donc avec des procédés, des processus un peu modernisés, avec des bâtiments qui arrêtent des épaves thermiques, avec des bagnoles qui consomment moins, on devrait réussir à vivre 1,5. Mais on est à 1,7 et avec une différence extravagante entre les Africains subsahariens et puis les Qataris, qui doivent être les plus gros consommateurs d'énergie. Mais bon, c'est quand même des très belles courbes. Donc quand je dis que les exponentielles ne montent pas jusqu'au ciel, je ne dis pas rien. Ça doit séduire à Jean Co, j'adore cette image, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Donc, il s'est amusé à faire un calcul énergétique pour se dire, tiens, en fait, si au lieu d'avoir des machines, on avait des esclaves, chacun des esclaves étant capable de produire un peu d'énergie, un peu d'énergie mécanique qui est liée au corps humain, combien on en aurait besoin pour remplacer nos machines? Ça veut dire une centaine. C'est pour ça que l'ami Jean Co aime bien dire, alors je ne retenez pas 100, mais retenez que c'est de l'ordre de grandeur, c'est peut-être 100, c'est peut-être 200, mais peu importe. Hein. Jean Co aime bien dire que le français moyen, il est plus riche que le seigneur d'avant la Révolution française,
Je crois me rappeler que Néron, il devait avoir 10 000 esclaves, mais en dessous, les aristocrates romains, ils devaient plutôt être dans la catégorie des 1000, et ceux qui ont plus de 100 esclaves à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Là, chacun d'entre nous, pouf, on a ça à notre disposition. Donc on est très riche. Donc ça, c'est pour dire que, évidemment, une des premières causes de la pression anthropique de l'espèce humaine sur son environnement, donc une des premières causes de l'anthropocène, c'est le fait qu'on a à disposition une capacité d'énergie, une puissance énergétique qu'on n'a jamais eu du tout à disposition dans l'histoire de l'humanité. Donc ça me paraît être assez clair et assez objectif. La deuxième qui me paraît assez claire et assez objective, c'est celle-là. La révolution scientifique, là aussi, prenez les cours d'épistémologie qui vous sont proposés à l'école des Ponts. C'est vraiment très très intéressant, l'histoire des sciences et l'épistémologie. Mais bon, c'est absolument clair. Là, j'ai donné un exemple qui me fait beaucoup marrer, mais tiens, d'ailleurs, vous savez peut-être ça. J'ai eu du mal à trouver, là je me tourne vers les cheveux blancs, je dis 1 million d'articles scientifiques en ordre de grandeur produits dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi j'ai trouvé ça, donc j'ai trouvé 700 000, 800 000. J'en ai discuté avec pas mal de scientifiques, c'est l'ordre de grandeur, c'est colossal, hein, colossal. Alors après, il n'y a pas que des articles du style Einstein qui révolutionne la relativité, mais c'est quand même énorme. Donc le travail scientifique, il est incroyable, il est très très efficace, il marche très bien. Et il a une très très belle capacité à transformer la nature. Ça me paraît vraiment net. Le troisième point, là je suis un peu plus polémique, c'est que je pense que même avec une très belle puissance industrielle, même avec une capacité scientifique qui nous permet de comprendre les phénomènes et de les modifier, hein, je ne sais plus qui dit, on apprend à la nature, il faut la connaître hein, pour jouer avec. Je pense qu'il y a un troisième très grand élément, là c'est de la mentalité, c'est de la sociologie des idées, qui joue dans notre culture à nous. Et j'aime bien situer, je ne suis pas le seul, c'est dans les livres de Dominique Bourg que je vous recommande, qui est un gars qui est très intéressant et qui a écrit beaucoup de livres sur ce sujet-là. J'aime bien dire qu'il y a un moment clé, c'est donc lui qui m'a attiré l'attention là-dessus, qui est la fable des abeilles. Donc c'est juste avant le bouquin d'Adam Smith sur le libéralisme, hein, sur l'invention de la pensée économique par Adam Smith. Mandeville avait moins d'ambition intellectuelle, mais il a écrit un truc extraordinaire qui est ça. Moi, j'adore cette phrase. Les vices privés font le bien public. C'est de la phrase dans le texte. Donc ça, c'est un truc qui est pour vous sans doute extrêmement difficile à saisir. C'est comment est-il possible qu'en 1714, dans un milieu qui était encore extrêmement moral, qui était encore extrêmement marqué par le poids de l'Église, je vous rappelle quand même qu'en 1600, Giordano Bruno a été brûlé pour les propos qu'il tenait sur les sphères du monde. Hein, donc il avait une vision qui était beaucoup plus proche de l'héliocentrisme que ce qui se disait. Donc 1714, on n'est quand même pas si loin que ça, de la fin de la chasse aux sorcières. Comment un mec comme ça arrive à dire ça? C'est un renversement moral considérable, puisqu'il consiste à dire finalement l'économie, elle marchera d'autant mieux que vous serez tous greedy. C'est ça que ça veut dire. Hein. Les vices, c'est ça qui fait qu'on consomme. C'est parce qu'on a envie de satisfaire nos désirs. Donc c'est une espèce en 1714, une espèce de truc incroyable qui consiste à dire l'économie va marcher d'autant mieux qu'on n'est pas vertueux, mais qu'on se soumet à ses propres vices et à ses propres envies. Je ne suis pas un moraliste du tout, je suis juste là un historien, et je suis juste en train de vous dire que ce machin-là a eu un effet de basculement terrible, parce que ça s'est ensuite développé, installé, ce n'était pas juste un coup d'épée dans l'eau. J'ai cité Adam Smith, mais en réalité, ça s'est développé à toute vitesse. Et c'est ça qui permet d'ailleurs, hein, là aussi sans du tout faire de cours de morale, c'est ça qui permet à certains hauts financiers et certains économistes tout modernes de nous dire finalement les crises financières, c'est pas très grave, parce que c'est grâce au caractère greedy de la finance que l'économie se développe. Alors, très rapidement, mon avis à moi sur ce que c'est que ce que j'appelle cette culture de nos limites, dont moi, vous, nous tous sommes imprégnés. C'est des petites choses, hein, des idées que la science et la technique résolvent tous les problèmes. Ça, c'est un truc moi, je ressens sans arrêt. Hein. Je ressens sans arrêt que dès qu'on a un discours sur les limites et les contraintes, on me répond tout le temps
Vous êtes sympa, mais vous êtes rétrograde parce que la science et la technique vont résoudre les problèmes. Alors, je ne suis pas du tout anti-technique, je ne suis pas anti-science. Je pense qu'effectivement, tout ça fait partie de la solution, mais pas de toute la solution. Et alors, le truc le plus marrant, parce que là, je vous laisse lire, c'est trop drôle. Si, non, c'est une petite remarque. Il est interdit d'interdire, c'est 68. Hein, toute petite remarque. Lisez, il y a pas mal de philosophes qui travaillent sur la question. Lisez les liens très amusants qui se tissent entre le libéralisme politique, qui est plus, alors libéralisme au sens français, pas au sens américain. Le libéralisme qui est plutôt vu comme étant un truc de droite, voire de très à droite, donc voilà, et le libertarisme, et au sens d'être libertaire, qui est plutôt vu comme étant un truc d'extrême gauche. C'est très intéressant de voir s'il n'y a pas des liens au-delà du jeu de mots. Très intéressant. Alors, certains d'entre vous, dans les années qui viennent, vont bosser dans les NBIC et ils vont bosser dans des programmes de recherche, parce qu'il y a beaucoup d'argent, qui sont... alors le mot transhumanisme n'est pas encore très connu en France, mais en fait ça existe vraiment, vraiment. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont dans les travaux de recherche pour améliorer l'humanité. Alors, là aussi, je trouve ça super drôle. C'est dans un bouquin que j'ai lu d'un des papes de ce truc-là. Le mortalisme est une idée reçue. Je trouve ça très très bon. Donc c'est une croyance. Donc le fait que vous êtes mortel, vous croyez que vous êtes mortel. En fait, c'est juste une croyance un peu ringarde. Donc vous êtes un peu 20e, 19e, 18e, un peu voilà. La pensée moderne, c'est que cet obstacle ridicule qui consiste à dire qu'on est mortel va être levé grâce à la science. Donc c'est ça le transhumanisme. Alors évidemment, vous comprenez bien que si je suis en face de quelqu'un qui pense ça, on va avoir un peu de mal à se mettre d'accord sur... Je ne sais pas sur quoi on va se mettre d'accord. Donc voilà, moi grosso modo, hein, pour résumer mon troisième point, je dis grosso modo, qu'est-ce qui fait qu'on a vraiment une belle capacité à modifier notre environnement naturel et même à le modifier d'une manière telle qu'on risque de se détruire nos propres conditions de survie, c'est qu'on est très bon en sciences, on sait vraiment bien comprendre les phénomènes, donc merci. Deuxièmement, on a à notre disposition une capacité, une puissance qui est liée au fait qu'on a trouvé scientifiquement et technologiquement les moyens de mettre à disposition à chacun de nous un grand paquet d'énergie. Et puis troisièmement, on a un mode de raisonnement culturel qui est que même pas grave, au contraire, c'est plutôt sympa. Je redis, je ne suis pas moraliste. Et que, voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, dernier point en 10 minutes. Est-ce que, face à ce vaste paysage complètement déprimant, il y a quand même des choses à faire et des solutions en vue? Alors, moi, petit 1, voilà, j'aime bien le tableau noir, il n'y en a plus maintenant dans les écoles, mais ça, c'est un beau tableau. Je pense que c'est ça, quoi. On va quitter nos exponentielles. C'est un peu ce qu'on fait dans la transition démographique. Donc, vous savez ou vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, ça vaut le coup quand même de regarder ce sujet-là. C'est ça le concept de transition démographique. Hein. C'est une jolie courbe qui est exponentielle, qui a un joli point d'inflexion quelque part par là, et puis ensuite qui, dans la dérivée, change de signe. Alors c'est intéressant de comprendre ça parce que c'est un petit rapport avec ce que j'ai dit de Meadows. C'est que la transition démographique, il est un fait qu'elle se fait au XXIe siècle. C'est un fait. C'est une donnée démographique. Il y a beaucoup de débats sur les prévisions démographiques, mais grosso modo, quand on regarde les chiffres qui sont fournis par les spécialistes, à l'horizon 2050, ça se balade entre 8,5 milliards et 9,5 milliards. Et donc on est comme ça, puis après on fait ça, on voit ça, hein, on voit ça. Après, on se trompe parce que c'est extrêmement difficile de comprendre la natalité en Afrique, parce que les deux enjeux qui sont devant nous en termes de démographie, c'est l'Afrique et l'Asie, hein, donc, et surtout l'Asie du Sud. C'est là où il y a les vrais sujets. Quand vous regardez où sont les 2 milliards qui vont nous faire passer de 7 à 9, ils sont beaucoup en Afrique et beaucoup en Asie. L'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, tout ça, c'est modulo plus ou moins quelque chose, c'est très stable. Donc nous, on a passé notre transition démographique, ce n'est pas le cas des pays dont je parle. Donc c'est très sympa de penser ça, parce qu'évidemment, la grande pauvreté et les grandes difficultés sont en Afrique et en Asie du Sud, et par ailleurs, les ressources sont aussi pas mal là. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait quelques sujets dans ces coins-là. Ça, c'est Meadows version écologique. Donc le même Meadows, il est capable de vous dire forcément, ce n'est pas la fin du monde, si ceci, si cela. Et donc ils ont travaillé sur des modèles dans lesquels on a une stabilisation de la population. Donc là, on a la transition démographique. On fait beaucoup plus attention à nos ressources.
Et puis, on a passé un pic de pollution et on fait ça. Donc, nous, on s'est inventé un avenir qui n'est pas l'avenir apocalyptique que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est pareil, c'est des maths, mais derrière les maths, il y a des raisonnements. Alors, maintenant, je vais être beaucoup plus terre à terre. Beaucoup plus terre à terre. Concrètement, dans la vraie vie, là, tu es bien sympa avec ton discours astronomique, là, supersonique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait de la pub pour GDF Suez, qui s'est évidemment mis sur le terrain de l'économie circulaire. Donc là, la question, c'est assez simple, c'est de dire, finalement, si on veut ne pas tarir nos ressources, un des grands trucs qu'il faut faire, c'est faire comme la nature. C'est-à-dire, la nature, vous savez, les déchets des uns, c'est la bouffe pour les autres. C'est ça le concept d'économie circulaire, on peut le développer, mais c'est ça le principe. Donc, au lieu de passer d'une économie minière, on passe d'une économie minière à une économie circulaire. Je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle Nauru, une île dévastée. Petit livre de 90 pages. Ces gens-là, c'est une petite île très très paumée, je ne sais pas dans quel grand océan, probablement le Pacifique. C'était les rois du phosphate. Ils ont été tellement riches parce qu'ils étaient sur un gros tas de phosphate que quand un des membres ils étaient riches et en plus d'eux, ils étaient assez sociaux. Donc la richesse n'était pas captée par trois prédateurs et avec plein de pauvres partout. Donc ils étaient assez socialistes sur les bords. Enfin pas, excusez-moi, socialistes, on ne sait plus ce que ça veut dire. Enfin, ils étaient, donc voilà. Et donc quand un des habitants de Nauru avait un problème avec son 4x4, il prenait son téléphone portable et il demandait qu'un hélico vienne pour, voilà, il le laissait sur le côté puis il achetait une nouvelle voiture, quoi. Donc ils étaient très très riches. Et à un moment donné, ils avaient un des PIB par tête de pipe les plus élevés du monde. Sauf qu'ils étaient sur un tas de phosphate. Et qu'est-ce qui arrive à un tas de phosphate quand on tape dedans? C'est qu'un jour, ce tas se réduit. Et donc, ils ont de très gros soucis parce qu'ils étaient dans une économie minière. Ils n'ont pas réussi à diversifier. Alors, ils ont fait une grosse diversification super géniale dans les paradis fiscaux. Donc, ils se sont transformés en paradis fiscal, mais ça leur réussit pas trop. Et donc, le PIB de Nauru n'est pas terrible. Donc, le lien entre les ressources, l'économie minière et ce que je raconte, c'est Nauru, c'est une très belle image. Allez lire ça. Alors, la techno. Je suis quand même face à un public de technologues, donc il faut quand même que je vous fasse plaisir. Là, j'avais sorti ça pour je ne sais plus quelle conférence que je faisais devant des cadres d'entreprise. Donc c'est un tout petit peu centré sur la transition énergétique. Je vous ai dit que la transition écologique, c'est très très global. Là, je suis sur la transition énergétique. Donc manifestement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas forcément de la très haute techno. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais à la commission Grand Emprunt, la commission Juppé-Rocard. Et j'ai eu l'intelligente idée de dire qu'il y a un truc qui serait quand même pas mal, c'est de mettre de l'argent sur les scieries en France. Parce que on a quand même un énorme problème dans la filière bois en France, et que, enfin, on a plein de problèmes dans la filière bois. Nous, on est en train de faire une très très grosse étude sur le sujet. Il y a plein de problèmes, mais il y en a quand même un qui est important, c'est qu'on n'a pas véritablement de bonne industrie de la transformation de bois. Et la transformation, ça commence par faire de la scierie, quoi. Donc je dis, il faudrait des grosses scieries, quoi, parce qu'en Autriche, ils ont des scieries avec des très très grosses capacités, une productivité hallucinante. Alors les mecs qui étaient autour de la table se sont tordus de rire, quoi. Les technocrates, là, c'était des énarques, donc je peux y aller. Ils étaient tordus de rire. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là, quoi? Il ne nous parle pas de nanotechnologie, il ne nous parle pas de biologie moléculaire. Circuit, il n'y a rien à voir, quoi. Donc ça, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est pas forcément de la très très haute techno, mais je pense que c'est de la bonne techno. De la même manière, mais là je ne vais pas du tout vous faire un cours là-dessus, dans le domaine agricole, je discute très très souvent avec des agronomes qui sont en train de prôner des modèles d'agroécologie. C'est peut-être moins sympa du point de vue scientifique, apparemment, que la recherche sur les biotechnologies, mais c'est quand même de la très bonne science. C'est de la science difficile, c'est de la science du vivant, assez fine. Et si vous avez une option ou une majeure écologie, précipitez-vous parce que c'est absolument passionnant. Donc quand je dis réinventer nos machines, l'apport de la technologie, je ne suis pas forcément en train de dire qu'il faut forcément la très haute technologie, mais je ne suis pas non plus en train de dire l'inverse, il en faut aussi. Je suis tout à fait convaincu que des GPS très très fins, c'est très utile dans la vie, et que ça, c'est de la très haute technologie. Donc il y a plein de choses à faire. Donc je ne suis pas en train de faire la promotion de la basse techno. Je suis en train de dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Et là, il y a certainement des choses un tout petit peu de très haute technologie sur le sujet des batteries. Ça me paraît évident. C'est un enjeu majeur de la transition énergétique. Vous savez très bien que les énergies renouvelables, aujourd'hui, à part le bois et l'hydraulique, ça représente peanuts dans le mix énergie mondial. Si on veut que ça représente un petit peu plus, notamment dans le domaine électrique, il va falloir s'occuper très sérieusement des enjeux de batteries. Et ça, ça peut être de la très haute techno. Alors,
autre voie de solution, j'ai parlé de l'économie circulaire, j'ai parlé de la technologie. Là, je parle de la régulation. Donc vous allez trouver que c'est du patchwork, mais je pense que c'est comme ça. Je pense que la solution qui est en train de s'installer pour jouer cette transition, c'est un patchwork de familles de solutions. Donc tout n'est pas dans la techno, tout n'est pas dans l'économie, tout n'est pas dans la politique, mais il faut un peu de tout ça. Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire un cours sur les négociations internationales sur le climat, mais clairement, c'est bien un très très bel enjeu de régulation internationale, et ça vaut le coup de regarder ce qui se passe. C'est compliqué comme tout. Paris va être un enjeu absolument majeur l'année prochaine, puisque je pense que si on rate Paris, on ne ratera pas les 4 degrés. Donc nous, on s'appelle carbone 4, ce qui veut dire 4 divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre de la partie OCDE des émissions, hein, donc les pays développés. On s'appellera carbone 4 pour 4 degrés, ce qui n'est pas tout à fait la même histoire. Alors ça, c'est donc pour dire que le climat, c'est un bien public mondial, donc ça doit se traiter sur des instances mondiales. Les ressources halieutiques, c'est beaucoup plus régional. La flotte, c'est carrément local. Et les ressources pétrolières dont j'ai parlé, je pense qu'il faut, là, il faudrait introduire des mécanismes mondiaux. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, mais il y a un énorme débat sur les ressources pétrolières, il y a un énorme débat sur les ressources non conventionnelles, il y a un énorme débat sur les ressources en charbon et en gaz. Ces énormes débats, on n'arrive pas à se faire une opinion très fondée, nous les experts qui ne sommes pas au cœur de la centrale nucléaire, parce que l'information est privée. Donc, elle est conflictuelle en tant que telle. Il y a des intérêts, et elle est privée, ou elle est privée, ou elle est publique et contrôlée par la puissance publique. Si vous donnez en Russie des chiffres sur les ressources pétrolières russes, je pense que c'est mauvais pour votre grade. Donc il y a des enjeux politiques absolument majeurs, ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à gérer ça. Donc moi, je suis un assez gros militant de l'équivalent du GIEC, mais pour les ressources pétrolières. L'économie, j'espère que vous allez faire de l'économie, parce que vous avez tout à refaire. Hein, donc il va falloir faire de la nouvelle économie. Changer nos indicateurs. Je pense que le PIB, c'est pour un très très bon indicateur de bien-être, mais je n'ai pas eu le temps d'expliquer pourquoi. Je pense qu'il va falloir continuer à travailler très très sérieusement sur l'internalisation des externalités, comme on dit de manière pompeuse. Ça, c'est du boulot, parce que c'est pas facile. Moi, ça fait depuis 2007 que je m'emmerde avec la taxe carbone à titre personnel, donc là, je pourrais vous en parler en long, en large et en travers. Je pense que le fait qu'on soit, là, je ne vais pas vous faire un discours d'extrême gauche, mais je pense clairement, et là aussi de manière assez technique, que si globalement on a un système économique qui est très piloté par des rendements très importants de type j'ai vraiment moins envie que d'avoir du rendement de 10, 13, 12, 14, 15, 20, 25% par an, ça tue le long terme. Hein, parce que quand vous faites des calculs d'actualisation avec des rendements élevés, tout ce qui se passe dans quelques années n'existe pas. Donc je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Je ne suis pas du tout en train de flaguer la finance, je dis juste qu'il faut un tout petit peu la domestiquer. Il y a beaucoup de travaux, il y a une prix Nobel d'économie qui s'appelle Ostrom qui a travaillé sur le bien commun. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour savoir comment on gère ces trucs-là. Et évidemment, ça, vous êtes un peu dans cette génération-là, qui est l'économie de la fonctionnalité, qui est l'économie du nouveau rapport. Je ne sais pas combien d'entre vous avez le permis de conduire ici. Voilà, je ferai un sondage. Mais de mon temps, tout le monde avait le permis de conduire et la bagnole était un bien de propriété très important. Enfin, était un bien dont il fallait être propriétaire assez vite. C'est en train de se passer, donc je pense que ce n'est pas que la bagnole. Je pense qu'il y a des grands enjeux de société autour de la propriété. Sur le temps de travail, je n'en discute pas non plus parce qu'on pourra en reparler. Et dernier point, je pense moi qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des problèmes, c'est pas mal que Juncker et l'Europe se bougent sur le terrain du plan d'investissement. Ils proposent 300 milliards. Moi, je pense qu'il faut qu'ils proposent 3 000 milliards. Et puis, qu'ils s'occupent un peu de nos sujets. Oui, non, 3 000 milliards. Oui. Parce que 300 milliards, c'est que dalle. Hein. Il faut un truc du style de 3% du PIB pendant longtemps pour faire bouger l'ensemble de nos économies. Juste un point, là, puis je vais presque finir, mais juste un point pour qu'on soit bien clair. Là, vous avez un très joli bâtiment énergie positive. Il y a 30 millions de logements en France. Si vous voulez que 30 millions de logements deviennent performants, bah, pas forcément énergie positive, mais performants, hein, mettons BBC Rénovation, il faut dépenser 900 milliards. Donc ça, c'est la France. Alors, il ne faut pas le faire en un an, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, je pense que quand je manipule les milliers de milliards, je fais parfois des conférences que sur ce sujet-là. Je ne le dis pas au hasard. On a fait plein de calculs. La Commission européenne, l'AIE, a fait énormément de calculs. On est face à un mur d'investissement, que ce soit dans la production d'énergie, que ce soit dans la production de services énergétiques, que ce soit dans la production
de bâtiments rénovés efficaces, que ce soit dans la production de transports qui doivent être rénovés massivement. La SNCF a un mur d'investissement devant elle, autant qu'elle en profite pour avoir des machines de plus en plus performantes. Bon, je termine quand même par ça, parce que là, c'est pareil. On va faire de la démagogie, mais enfin, je suis quand même dans une école, donc je vais parler des révolutions éducatives et culturelles. Évidemment que pour moi, l'un des énormes leviers de cette transition, c'est ce qu'on fait ici, c'est-à-dire on parle, on évoque, on discute, on échange. Il faut faire évoluer, mais j'ai appris que c'était déjà fait, donc il n'y a plus besoin de faire évoluer, donc ça c'est très bien. Je pense que la question de l'éthique est absolument centrale, donc j'espère que vous avez un très beau cours d'éthique. Je suis extrêmement frappé, j'ai donc la chance d'être dirigeant de Carbone 4 depuis 7 ans et donc d'avoir vu passer pas mal de jeunes. Je suis extrêmement frappé de la faiblesse des enseignements des écoles de commerce, je vais dire du mal des écoles de commerce, je ne me permettrai pas de le faire des écoles ingénieurs, sur ce terrain. C'est tout à fait effrayant. Donc vous avez des jeunes des grandes écoles de commerce en France qui savent que s'ils vont dans un fonds de LBO, moi j'ai été dans mon métier conseil auprès des fonds de LBO de 2000 à 2005, pendant 5 ans. Et donc je connaissais assez bien la rémunération des jeunes qui arrivaient dans ces boîtes-là. Donc ils ont des rémunérations qui sont juste hallucinantes. C'est très compliqué pour un jeune qui a moins de 30 ans. Si ce n'est pas des traders, c'est vraiment un métier très, très intéressant. C'est un métier de reprise d'entreprise, de vente. C'est un métier qui a de la valeur. Ce qui me choquait vraiment, c'est le pognon qui était susceptible d'être gagné dans ces business-là. Ça vous fait un peu de problème. Donc ça doit être compensé, ces trucs-là, par des réflexions éthiques. Pas du moralisme, il ne s'agit pas de retourner au caté, mais il s'agit de réfléchir à ces questions. Et pour votre information, parce que vous ne savez pas forcément, les enjeux de bioéthique, les enjeux d'éthique de la science, ils deviennent des enjeux de débat, de discussion. Ce n'était pas du tout le cas en 1950. Donc c'est vraiment des choses de place et ça vaut vraiment le coup de réfléchir. Et ça vaut vraiment le coup quand on manipule des choses aussi puissantes que ce que vous allez manipuler dans les prochaines années, ça vaut le coup d'avoir réfléchi à ça. C'est quoi les limites? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il en faut? Comment on fait? Et c'est pas pour rien que j'ai parlé de modification des échelles de rémunération, parce que c'est lié aussi à ça. Lisez le bouquin de Gaël Giraud et de Cécile Renoir qui s'appelle Facteur 12. À l'époque, il a été, c'est pas vieux, il y a 2-3 ans, il était considéré comme atrocement choquant. Eux, ils disaient grosso modo, il faudrait limiter les échelles de rémunération à 12. Mais il dit, t'es un dangereux gauchiste. Pas du tout. Cécile Renoir, elle est enseignante à l'ESSEC, et Gaël Giraud, c'est un économiste au centre d'économie de Paris, donc c'est pas du tout des dangereux gauchistes. Mais vous savez que Ford, il promouvait un écart de rémunération de 1 à 40. Que là, en ce moment, il y a des mesures qui sont prises au sein dans la fonction publique pour limiter les échelles, mais ça, c'est pas très dur. Mais qu'il y a des écarts de rémunération qui sont totalement aberrants et qui posent des problèmes majeurs. Parce que si vous voulez traiter notre problème de crise écologique en disant c'est pas compliqué, il y a quelques milliards de personnes qui doivent vraiment se serrer la ceinture parce que c'est eux qui font le gros des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un effet volume dans cette affaire-là. Mais par ailleurs, même pas grave, pour les quelques mecs qui gagnent des milliards, ça pose un tout petit problème d'acceptabilité sociale. Donc le sujet, il y a beaucoup de bouquins maintenant qui sont en train de sortir. Il y a un bouquin de Wilkinson sur ce sujet-là. Et là aussi, je ne suis pas en train de vous faire un discours de gauche, c'est pas la question, c'est des discours qui sont fondés sur des études. Il y a beaucoup de discours maintenant et d'études qui montrent le lien qu'il y a entre les questions de rémunération, d'égalité et d'écologie. Évidemment, vous allez avoir le pouvoir, donc prenez-le et faites des choses bien intelligentes. Alors, je vérifie que je n'avais pas d'autres trucs à raconter. Non, je ne crois pas. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Économiste aussi, et je me demandais en fait, étant donné que pour une transition écologique, il va être nécessaire de changer radicalement l'économie, enfin je pense, est-ce que concrètement vous pensez que dans notre société capitaliste, même dans laquelle après la crise de 2008, on est quand même dans une société de libéralisme à outrance, est-ce que vous pensez concrètement que c'est possible, est-ce que vous êtes plutôt positif optimiste sur la transition écologique Okay. Ce que je propose, c'est qu'on prenne deux, trois questions. Il y avait un de vos voisins qui avait une autre question, et puis après, je réponds à 3 questions. Ça sera plus simple. Bonjour.
pour financer entre guillemets l'écologie, il faut des investissements assez colossaux. Et en ce moment, on ne peut pas trop s'y mettre. Les investissements sont limités. Et vous semblez dire qu'il faut se dépêcher de plus en plus, parce que les échéances écologiques sont assez proches. Mais est-ce que vous ne pensez pas plutôt que pour limiter les investissements, il faut investir dans des technologies qui sont déjà abouties, plutôt que de se précipiter dans des technologies écologiques qui ne sont pas très abouties? Enfin, je prends l'exemple des éoliennes. On a voulu, il y a déjà depuis pas mal de temps, mettre des parcs gigantesques d'éoliennes qui n'étaient pas très très aboutis, alors que maintenant on en fait des beaucoup plus performantes. Mais on a quand même investi pas mal d'argent dans des technologies qu'on pourrait regretter aujourd'hui d'avoir mis en place. Ok. Une troisième question. Oui, moi, toujours un peu dans le même thème. Donc, vous avez dit que pour préparer la transition écologique, il fallait investir, il faut lever pas mal de fonds, plusieurs milliers de milliards de dollars, d'euros, pardon. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que cet investissement, il sera rentable à long terme? Est-ce que on va faire des économies sur l'énergie à long terme, et est-ce que ça va être rentable? Ok, c'est super clair. Alors, je prends les trois questions. Est-ce que je suis optimiste? Ouais, moi, je suis un indécrottable optimiste. Mais ça, tout le monde s'en fout, hein, pour être clair. Hein. Donc, je suis très optimiste. Alors, j'ai des raisons de l'être, c'est-à-dire que quand vous regardez, là aussi, je vous incite vraiment, si vous faites de l'économie, faites pas trop d'économie mathématique, mais faites beaucoup d'histoire des faits économiques. Apprenez vraiment l'histoire, c'est ce qu'il y a de plus important en économie. Et donc, il y a eu dans l'histoire du capitalisme des grands moments révolutionnaires. Je ne parle pas de la révolution russe, hein, je ne parle pas de Lénine, de Staline. Je parle de ce qui s'est passé au moment de la crise de 29. L'émergence de Keynes et l'émergence d'une pensée nouvelle qui maintenant est datée. Donc je ne suis pas du tout keynésien au sens que je pense qu'il faut dépasser le keynésianisme. Mais l'émergence de Keynes est liée à ce qui s'est passé et à ce qui s'est pensé dans la période de la crise de 29 aux États-Unis, qui est une crise colossale. Donc je pense que les périodes de crise sont des périodes très intéressantes et très fructueuses. C'est ça mon point de vue. Je ne les souhaite pas, mais je constate. Donc oui, je suis très optimiste et très confiant sur le fait qu'on va trouver des modes de pensée, des modes de raisonnement et des modes de fonctionnement très différents. Ouais, et que ça va se faire dans les années qui viennent et que welcome, hein, c'est-à-dire que ça se fait pas tout seul, c'est pas le bon Dieu qui nous sort la solution de sa poche, et c'est à nous de nous retrousser les manches. Je suis d'autant plus optimiste que je suis participatif de ce mouvement. On fait venir un économiste australien qui s'appelle Steve Keen là en France en septembre, et c'est un gars qui décoiffe. Il y a de plus en plus de réflexions sur ce sujet-là. Il y a de plus en plus d'économistes qui se disent tiens, il faut remettre en cause tout ce qu'on a appris dans les 50 dernières années. Donc ça, je suis très confiant, mais ça ne va pas se faire tout seul parce que c'est des rapports de force, c'est des rapports de force académiques et c'est des rapports de force politiques. Ça ne va pas se faire juste en faisant le programme social-libéral de Valls. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça va se faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là. On n'est pas du tout isolé sur ce sujet au niveau mondial. Ça, c'est la première question. Sur les éoliennes, vous avez complètement raison. Donc, j'ai pas du tout dit qu'il faut mettre des milliards sur la batterie à nanocarbone qui est pas au point et qu'il faut il faut mettre un fric fou pour s'apercevoir que dans 5 ans, c'était une connerie. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Mais j'ai pris un exemple très concret tout à l'heure. Hein, j'en ai pris qu'un. J'ai pris l'exemple du bâtiment. Pour faire de la rénovation énergétique des bâtiments, je peux vous dire que c'est tout à fait sans aucun problème technologique. Il y a plein de problèmes. C'est compliqué. C'est un dossier que je suis, à titre personnel, très très bien. Donc je sais que c'est très compliqué. Mais les complexités qu'on a sur ces sujets ne sont pas des complexités technologiques, c'est des complexités économiques, c'est des complexités sociales, c'est des problèmes de comportement, c'est des problèmes de changement d'habitude, c'est des problèmes de formation des artisans, c'est des problèmes de motivation des entreprises, c'est tout un tas de trucs. Mais il n'y a pas véritablement de questions technologiques. À vrai dire, l'autre conseil que je pourrais vous faire, c'est de lire un très gros rapport qu'a fait Alain Bucaille, qui est un ex-conseiller scientifique d'Areva. Ça se trouve sur le site du l'Imperial London College, qui explique en long, en large et en travers qu'il y a, en gros, pour réaliser la transition énergétique, on a les technologies.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la recherche, hein. J'ai parlé des batteries tout à l'heure, mais je n'ai pas dit, quand j'ai cité les batteries, que c'était là qu'il fallait mettre le gros argent, le gros paquet à mettre sur la question énergétique, c'est le logement et c'est le transport, puisque c'est le logement en France, c'est 45% des émissions de la consommation finale des ménages, et c'est 25% des émissions de CO2, hein, donc c'est un très gros paquet. Voilà. Et alors le troisième, la troisième question, c'était quoi déjà? C'était oui, c'était est-ce que c'est rentable, hein? C'est-à-dire, vous nous dites qu'il faut mettre un paquet d'argent, est-ce que c'est rentable? Alors voilà, ça c'est une bonne question, intéressante. Donc je vous la retourne. Que veut dire rentable? Alors, le rentable est un mot très, 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 très polysémique. Soit il veut dire rentable au sens de je suis un acteur privé qui fait mes calculs de rentabilité. Ça, c'est assez clair. Moi, j'ai été entrepreneur, je suis toujours, donc j'ai à peu près calculé la rentabilité d'investissement. Soit c'est rentable au sens que vous dites, c'est-à-dire soit c'est rentable énergétiquement. C'est-à-dire je dépense de l'énergie, est-ce que j'en vais récupérer plus? Typiquement, un panneau solaire, ça consomme de l'énergie pour être fabriqué. En plus, ça émet des émissions ça émet du CO2 parce que c'est de l'énergie charbonnée. Est-ce que dans 5, 10, 15, 20 ans, le retour énergétique est bon ou pas? Si c'est cette deuxième version des choses, la réponse est totalement évidente. Notre sujet, c'est précisément de traiter ce problème-là, donc il faut mettre en priorité dans notre programme d'investissement les investissements qui sont rentables. Ça, c'est vraiment complètement évident. C'est pour ça, pour prendre un exemple très très concret, que quels que soient les calculs financiers dans les logements, le premier truc à faire, c'est un truc très bête, hein, très, 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 très simple, qui consiste à isoler les combles. Bon, isoler les combles dans les maisons, c'est évidemment ultra rentable énergétiquement. Parce que la dépense énergétique pour fabriquer l'isolant est assez faible. La main-d'œuvre, il y a très peu d'énergie au moment où vous faites, et le gain énergétique est colossal. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, parce que la vraie question n'est pas celle-là. Ça, c'est assez facile. C'est-à-dire que lisez le bouquin qu'on a écrit avec Jean-Marc Jancovici, là, c'est maintenant. On a écrit ça en 2009. Vous verrez le programme d'ingénieur, il n'est pas dur. C'est pas très compliqué de faire ça. Il y a un seul débat, c'est le nucléaire. On pourra en parler tout à l'heure. Mais sur le reste, c'est assez simple. Le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est comment on fait converger les intérêts privés et les intérêts publics. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'économie est centrale. C'est comment on se démerde, comment on se débrouille pour faire converger les intérêts des acteurs et l'intérêt général tel que je viens de décrire. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a des rapports de force, parce que dès qu'on parle de mettre un signal prix carbone en France, on se fait traiter par Ségolène Royal de tout ce qu'on veut, et donc c'est compliqué. Voilà. On prendra d'autres questions. Je voulais savoir, vous avez montré des courbes de l'évolution de la population mondiale, et on voit qu'elle va atteindre un palier, voire qu'elle va diminuer. Selon vous, cette diminution elle sera due à une régulation démographique comme on peut voir en Chine aujourd'hui, ou ce serait d'autres causes plus dures populations comme la diminution des ressources halieutiques qui causerait une mortalité? Ok, je répondrai à ça. Il y avait une question là-haut, je crois. Bonjour monsieur. Je voulais savoir, vous avez parlé de la transition écologique comme et on a bien vu que c'était une nécessité, que nous devions changer nous devions nous pencher sur l'écologie. Et je voulais savoir quelle est la place de la politique dans l'écologie. Jusqu'où on peut faire de l'écologie quelque chose de politique. D'accord. Et vous avez aussi parlé d'une convergence entre des intérêts privés et publics. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'imposer à des grands groupes et à des grands lobbies, par exemple le lobby pétrolier, d'amorcer une transition alors que c'est eux qui disposent des ressources, je pense, suffisantes pour financer la recherche et le développement dans le domaine, et qui pourtant ne le font pas puisqu'ils ont encore beaucoup de profits à faire sur le pétrole, sur les ressources, l'uranium par exemple? Oui, très bien. Ils sont vraiment, vous êtes sympas. Hein. Vous posez que des bonnes questions, c'est du bonheur. Mais quand est-ce qu'on arrête? Parce que c'est tellement sympa que j'ai envie que ça continue. On s'arrête quand? On a 20 minutes. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Bon, alors sur la démographie, deux petites choses. Je vais vous raconter une anecdote. J'intervenais au conseil scientifique d'une filiale de Sophie Protéol. Le conseil scientifique, il est là pour alerter les dirigeants de cette filiale, qui était une filiale de produits alimentaires, sur les risques émergents. Donc, les grandes entreprises du monde entier ne sont pas des naïfs, s'informent beaucoup. Il y a beaucoup de très bonnes informations qui circulent dans ces milieux-là. Et donc, j'ai eu la chance de discuter. Moi, je présentais mon baratin sur le climat, pas celui-là, un baratin en 40 slides.
juste sur le slide que je vous ai montré, donc la version intermédiaire. Et j'ai discuté avec un écotoxicologue qui, lui, parlait des questions de perturbateurs endocriniens. Donc, ça c'est de la science aussi, c'est un truc d'ingénieur. Ils savent maintenant mesurer l'évolution de la quantité de perturbateurs endocriniens dans la Tamise. Et ils savent corréler ça et les déformations sexuelles de ces petits poissons là qui deviennent, on ne sait pas trop quoi. L'histoire du mariage pour tous, c'est vraiment un gadget par rapport à ce qui se passe dans les poissons. Voilà, moi je suis pas un grand spécialiste de ça, mais ça m'a fait marrer quoi. Et alors il m'a dit, vous les climatos là, vous êtes vraiment des enfants de cœur, vous êtes des gamins absolus quoi. Vous nous expliquez que c'est la fin du monde en 2050, mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est de toute façon il y aura plus de reproducteurs. Donc plus de reproducteurs humains mâles, hein, pour qu'on se comprenne bien, parce que vous savez très bien qu'il y a un tout petit problème de qualité de la fertilité, et puis j'en ai pas du tout parlé parce que j'ai pas eu le temps de parler de tout, un petit problème de fertilité, et que comme on est en train d'inonder le monde entier de perturbateurs endocriniens, qui ont en plus la mauvaise idée d'avoir une courbe réponse dose qui n'est pas du tout celle de Paracels, c'est-à-dire que il y a des effets très bizarres à très petite dose et il y a moins d'effets à dose supérieure. Enfin, c'est des trucs un peu compliqués. Là aussi, intéressez-vous à ça, c'est vraiment très passionnant. Lisez Planète Toxique, c'est un truc très bien de s'y coller là, qui est vraiment un bon bouquin. Bref, il est possible que ces courbes-là soient très optimistes, parce qu'on sous-estime complètement les problèmes de démographie. Alors maintenant, j'en sais rien, je ne crois pas. C'est-à-dire que je pense qu'à horizon 2050, moi j'ai vu énormément d'évolutions enfin j'ai suivi les courbes qui étaient projetées. J'ai vraiment le 8,5, 9, 9,5, il est très stable. Donc c'est un horizon très court, hein, parce que dans 35 ans, c'est presque demain, quoi. C'est-à-dire que ceux qui produisent les enfants qui vont aider, ils sont là. Donc ça, c'est bien. Au-delà de 2050, je suis absolument certain que toutes ces prévisions démographiques, elles valent que dalle, quoi. Donc on n'en sait rien. Bon, ça c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que je ne connais pas, et j'avais discuté avec des gens qui faisaient des projections sur l'agriculture. Est-ce que l'agriculture peut nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050 ? Les grands calculs qui ont été faits par ces mecs-là ne tenaient pas compte de l'évolution du climat, parce que les gars n'étaient pas assez spécialisés dans les sujets climat pour savoir. Donc les intersections de problèmes, je dis que c'est une crise systémique, donc il y a plein intersections entre les problèmes. Pour moi, ils sont mal pris en compte par les modélisateurs. Donc welcome. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot pour prendre en compte les relations entre les variables. Voilà. Donc cela étant maintenant, pour terminer, j'ai été un peu long. Les courbes qui sont comme ça, là, qui sont descendantes, c'est juste des calculs de fécondité. Donc c'est juste qu'à 2,1, vous êtes stable, et un poil en dessous, ça se pète la figure, et un poil au-dessus, c'est très sensible. Sur quelques décennies, la démographie est hyper sensible à une variation très faible du nombre d'enfants par femme. C'est tout bête, c'est ça que ça fait. Donc en fait, c'est des modèles, et après, ils font des sensibilités. C'est ça qu'il faut retenir. Donc ils n'ont pas calculé qu'en 2062, il y avait un pouvoir dictatorial en Amérique du Sud. C'est pas ça qu'ils ont fait. Sur la politique, alors là, c'est évident que la réponse est que les Verts ont échoué. Bon, moi je suis pas au parti, je peux être tranquille. C'est assez clair aussi que les ONG ont beaucoup de mal. Moi je suis très proche de la fondation Nicolas Hulot parce que c'est le type de truc qui me va bien. C'est-à-dire il y a l'intersection entre la science et la vie sociale. Mais en France, ça souffre vraiment pour des raisons d'argent. Les grandes ONG anglo-saxonnes ont beaucoup plus d'argent parce que les régimes de fondation et les régimes de dons sont bien meilleurs. Donc elles sont quand même beaucoup plus efficaces. Il y a plein de sujets sur lesquels... voilà. Donc cela étant, maintenant, si j'enlève ces deux sujets qui sont des sujets un peu anecdotiques, sur le fond, je ne vois pas comment les enjeux d'écologie ne peuvent pas être des enjeux sociaux. Donc moi, mon point de vue, c'est que ça doit irriguer la pensée politique et la pensée écologique de tous les partis, mais de l'intérieur. C'est ça mon point de vue. Je pense que c'est des nouveaux modes de raisonnement, c'est des nouveaux logiciels. Vous allez être biberonné, si j'ose dire, d'une certaine façon très différente de celle à laquelle moi j'ai été biberonné quand j'étais jeune. Et donc ça va devenir un peu naturel. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les évolutions culturelles sont lentes, mais à un moment donné, elles deviennent basiques, elles deviennent non discutables. Donc je crois plus, moi, dans l'évolution des années à venir, je crois plus dans l'intégration de ces questions d'écologie dans les modes de raisonnement
des entreprises et des partis politiques que dans la survivance de trucs spécifiques. Dans les entreprises, c'est pareil. Si je prends une analogie avec la santé au travail, il ne viendrait pas à l'esprit aujourd'hui d'un entrepreneur occidental de considérer que ce n'est pas grave du tout de laisser ses collaborateurs dans des conditions de travail épouvantables. Ça ne vient pas à l'esprit, donc il ne le fait pas. Il peut avoir un intérêt à le faire en disant que ça coûte cher la santé. Mais quand même, culturellement, on a passé le cap. Je pense que l'écologie, ça va être pareil. Les lobbies, vous allez partir, c'est 3 ans le cycle là. Donc dans 3 ans, vous allez chercher du boulot, vous allez être embauché par Total, je pense qu'il y a certains d'entre vous. Donc vous changerez d'avis sur la question. Moi j'ai un point de vue là-dessus, mais là aussi, lisez les bouquins dont j'ai parlé. J'ai cité Cécile Renoir, elle a fait un très très bon livre d'éthique des affaires. Je regarde avec intérêt l'évolution du rapport entre le monde politique administratif et le monde de la finance. Je prends une analogie. La crise financière de 2008-2009, c'est une crise qui fait extrêmement mal. Elle a des conséquences sociales extraordinaires. On peut se poser la question de la sanction à faire peser sur des dirigeants qui se sont comportés comme des voyous. Je suis chef d'entreprise et été chef d'entreprise d'un petit groupe de PME. Et je peux vous dire que les choses sont assez simples en fait. C'est que si vous exercez une pression de l'ordre du droit pénal sur les dirigeants dans des étages, par exemple, vous dites la BNP, l'un dans l'autre, je suis rien contre la BNP, j'ai mon compte bancaire à la BNP, mais l'un dans l'autre, il y a une bonne preuve sur le fait qu'ils ont ostensiblement, manifestement, pas respecté des règles. Au début, c'était pas ostensible et pas clair, parce que la position américaine était quand même incroyable. Mais à un moment donné, ça a été clair. Bon, ils l'ont fait quand même de manière extrêmement ostensible. Je ne trouve pas ça aberrant que l'homme de loi américain dise « je veux des sanctions pénales sur les dirigeants personnels ». Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un niveau de rémunération très élevé, parce que vous êtes très haut placé dans le staff et que vous avez donc, vous raisonnez en millions de dollars, si on vous dit on va exercer sur vous une sanction financière, il va falloir que vous payiez $1 million. Même pas mal, je veux dire, c'est pas grave. Vous négociez une augmentation avec vous-même le coup d'après, vous convainquez le conseil d'administration, et voilà, ça va, quoi. Bon. Donc c'est pas un sujet. Donc le vrai sujet, c'est les sanctions pénales. C'est-à-dire qu'il faut juste, de mon point de vue, dans le rapport de force entre le pouvoir public qui est supposé représenter l'intérêt général et ces fameux lobbies, qu'il y ait des leviers de sanctions qui soient sérieux et réels. Ça, c'est la première réponse. Et je pense que c'est par là qu'il faut aller chercher la solution. La deuxième question, c'est que les fameux lobbies ne sont pas forcément complètement idiots non plus. Donc on a pris l'exemple de Total. Total a investi en photovoltaïque. C'est une erreur, pas erreur, j'en sais rien, ils verront. En tous les cas, Total a une assez bonne idée, et on a eu beaucoup de discussions, nous, à titre personnel, avec pas mal de dirigeants haut placés de Total, sur la question des réserves et des ressources pétrolières et sur la question de l'évolution énergétique. Ils ont quand même 3 idées. Donc ils peuvent aussi réfléchir de l'intérieur en se disant on n'a pas forcément intérêt à faire n'importe quoi. La troisième question, c'est que sur les réserves, la troisième remarque, puis après je passe la parole sur d'autres questions, c'est que les réserves pétrolières, elles ne sont pas tellement chez les lobbies, elles sont très massivement chez les pays. Donc je pense que le problème est là du coup beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas du tout développé ce sujet-là dans ma présentation, mais c'est quand même complètement évident pour tout le monde que sur ces questions énergétiques et de ressources, l'enjeu strictement majeur, c'est un enjeu géopolitique. Et donc je termine là-dessus, c'est que moi, je serais dans mon plan majeur d'investissement pour l'Europe, là, une de mes arrière-pensées, ou c'est une de mes avant-pensées, on va dire ça, c'est que je trouve un peu plus intelligent d'investir pour être un peu moins dépendant de la consommation de gaz et de pétrole de ces jolis pays que d'investir pour faire autre chose. Et je vous donnais un chiffre qui m'a beaucoup fait réfléchir à l'époque, c'était la chose suivante, c'est que les Américains qui avaient un parc de voitures qui était en gros à 12 litres au 100, 12-13 litres au 100, à l'époque où le parc européen de voitures devait être à 7-8. Si vous faisiez l'écart, donc les 5-6 litres
d'écart de consommation par voiture, multiplié par le nombre de kilomètres qu'ils font chaque année, multiplié par le nombre de bagnoles qu'ils ont, parce qu'ils ont un taux d'équipement de 80%, ça fait un volume, et ce volume-là, il est exactement égal aux importations qu'ils faisaient à l'époque des pays du Golfe. Donc l'arbitrage, c'est est-ce que je mets mes GIs pour essayer de mettre de l'ordre, et j'y arrive pas, au Moyen-Orient, ou est-ce que je mets de l'argent pour ne plus avoir besoin du Moyen-Orient? C'est un sujet géopolitique. La question des lobbies, elle est importante, je ne l'ai pas traitée jusqu'au bout, hein, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, bonjour. J'ai vu dans un de vos graphiques que la part de nucléaire dans la consommation mondiale, c'était par exemple inférieur au pétrole ou au charbon. Dans notre pays, je crois que, je ne vais pas avancer des chiffres que je ne maîtrise pas, mais je crois qu'elle est assez grande. Et pourtant, il y a certaines politiques qui préconisent la fermeture de certaines centrales. Donc en fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut réellement se passer, nous, du nucléaire? Et finalement, est-ce que c'est une source d'énergie pour l'avenir en fait? Ouais, bon, ok. On va prendre deux autres questions. Bonjour. Est-ce que l'arrivée d'Internet a eu un impact sur la transition écologique et l'environnement? Et est-ce qu'on a mesuré cet impact? Et est-ce que on a mesuré cet impact? Oui. Et c'est pour aller plus loin sur la question de mon collègue, c'est quel pourrait être l'intérêt du programme ITER pendant le nucléaire? Ah d'accord. Bon, parfait. C'est 3 questions. Alors, d'abord, pour cadrer les ordres de grandeur, parce que je suis allé à toute vitesse, vous allez sur le site de Jean-Marc Jancovici Manicor, vous aurez plein de chiffres dans tous les sens. Ou vous allez sur le site du ministère de l'écologie et du développement durable et vous allez regarder ce qui est dit dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Il se trouve que c'est moi qui ai fait les dossiers de base, donc je connais assez bien ça. J'ai pas forcément tous les chiffres en tête, mais là c'est bien documenté là-dedans. Donc en ordre de grandeur, pour que vous ayez bien les idées, en France, en énergie finale, il y a 25% d'énergie finale qui sont de l'électricité. Donc la part du nucléaire elle est très importante dans la fabrication d'électricité. Parce qu'elle représente un énorme paquet, elle représente 80%, quelque chose comme ça, mais c'est dans les LEC. Hein. En France, on fait de l'électricité à part du nucléaire, après de l'hydraulique, et il y a un poêle de gaz. Hein. C'est ça l'idée. Tandis que dans les chiffres totaux, là, on est en énergie primaire, donc pas en énergie finale, c'est pas tout à fait la même chose, et on est multivecteur. D'accord ? Donc la part du nucléaire en France, elle est beaucoup plus importante que les 6% au niveau mondial en part d'énergie primaire, mais elle est beaucoup moins importante que ce que vous pensez, parce que vous pensez énergie nucléaire dans le mix électrique. Ça, c'est le premier point. Donc deuxième point, pour que vous ayez les idées claires aussi, en énergie finale en France, on dépend aux 2/3 d'énergies fossiles qui sont charbon, pétrole et gaz. Donc on est très très dépendant des énergies fossiles en France, hein, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on ne sait pas se passer du pétrole dans le monde du transport, et là-dessus c'est super standard, il y a 1/3 de l'énergie primaire dans tous les pays du monde développés qui est du pétrole. Donc ça c'est le premier point. Donc après regardez les chiffres en détail, mais c'est pour que ce soit bien calé. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut se passer d'énergie nucléaire en France? Je pense que ce serait une très mauvaise idée d'aller trop vite. Sur ce sujet-là. D'ailleurs, je ne vais pas arrêter de le dire. Vous aurez mes positions sur ce sujet-là dans mon blog, Alain Grandjean, et vous verrez ça. C'est beaucoup ce que j'ai soutenu dans le débat sur la transition énergétique, parce qu'aller trop vite, c'est évidemment remplacer du nucléaire par de l'énergie fossile. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas photo 5 minutes. Hein. Vous avez très peu d'énergie renouvelable aujourd'hui en France, en dehors de l'hydraulique et du bois. Hein. Le bois pour se chauffer, l'hydraulique pour faire des lecs. Le reste, ça reste encore très petit. Donc si on va trop vite pour toute une série de raisons à se passer du nucléaire, c'est évident qu'on bascule sur charbon et gaz, il n'y a pas de doute. Hein. Ça c'est le premier point. Deuxième point, pour qu'il n'y ait pas non plus de malentendu, il y a un énorme débat sur la transition énergétique allemande qui dit, vous voyez, ils font du charbon. En fait, le cas allemand est très intéressant et très compliqué. C'est-à-dire que vous avez vraiment une très belle décroissance des émissions de CO2, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réduit la part relative du charbon quand vous vous placez de 90 à 2010 dans leur mix énergétique, c'est vraiment, ils ont fait. Mais depuis 2-3 ans, ils se remettent à basculer du gaz au charbon. Pour quelle raison? Parce que le marché européen de quotas de CO2 délivre un marché de CO2 qui est beaucoup trop petit, donc c'est quelques euros la tonne de CO2, ce qui fait que l'intérêt des opérateurs, c'est de fermer le gaz et de passer au charbon, parce que le charbon, en ce moment, il n'est pas cher. Voilà. Donc vraiment, il faut faire très attention. Hein. Cet exemple allemand, je voulais juste le nuancer pour pas que vous ayez un anti-germanisme sur la transition qui soit trop fort. Mais c'est quand même une preuve que si on va trop vite, on a des petits problèmes collatéraux. Voilà. Après,
Si on écoute le CEA, hein, qui n'est pas du tout bigot, hein, et l'administrateur du CEA, je le connais personnellement, il n'est pas tellement anti-nucléaire, pour dire les choses telles qu'elles sont. Lui, ça lui pose aucun problème qu'on divise par deux la part du nucléaire, enfin que 50% de l'électricité à horizon 2050 soit faite à base de nucléaire, sachant qu'aujourd'hui, j'ai dit 4 ans, je me suis trompé, c'est 75%. Hein. Bon. Donc passer de 75% de l'électricité à 50% d'ici 2050, ça me paraît tout à fait faisable. Et de toute façon, quelque part, c'est des grands choix qui vont être à faire parce que vous, les jeunes, vous avez vraiment besoin de savoir quelles sont les filières d'avenir. Donc quand Valls dit l'industrie nucléaire, c'est une filière d'avenir, je veux bien qu'ils le disent. Mais vous aurez besoin de certitude, vous aurez besoin d'engagement beaucoup plus fort parce que vous n'allez pas travailler dans des filières qui sont chahutées. Donc il y a un gros débat parce qu'il y a plein d'arguments d'un sens dans l'autre. Moi, à titre personnel, je suis tout à fait convaincu que si on va dans une direction de baisse relative du nucléaire, pour développer d'autres sources d'énergie, il y a plein d'arguments, hein, pour avoir des alternatives, pour pas être coincé en 2040 parce que la 4e génération serait pas au rendez-vous. Il y a plein de raisons de jouer l'alternative. Dans tous les cas de figure, ça me paraît évident qu'il faut y aller doucement, en dehors du fait que par ailleurs, c'est des investissements colossaux. Hein, donc déconstruire une centrale nucléaire, c'est pas du gâteau, quoi. Donc faut y aller calmement. Je fais le point ITER avant de parler d'Internet parce que c'est lié. Alors là, pour moi, c'est très évident, mais on peut peut-être en discuter avec vos profs, mais vos directeurs, excusez-moi. Mais grosso modo, c'est très évident. Pour moi, ITER, c'est un programme scientifique. Je ne vois pas du tout que ce soit sur le chemin. Là, on parle de la fusion nucléaire, hein, on ne parle pas du nucléaire 4e génération. On ne parle pas des surgénérateurs. Hein. Donc, pour que vous ayez les grandes échéances en tête, aujourd'hui, on est sur le sujet de la 3e génération nucléaire. Donc, on est sur le sujet de Flamanville, on est sur le sujet du proto en Finlande, là, qui émet quelques 9 ans de retard. Bon, donc voilà, on est sur ces sujets-là. 3e génération, c'est en gros la génération EPR, c'est des générations qui sont supposées être beaucoup plus sécurisées que la 2e. Bon. La 4e, c'est en France Super Phénix qui a été arrêté. Et il y a plein de travaux avec des travaux internationaux sur cette 4e génération parce qu'il y a plein d'options. Bon, je ne vais pas faire un cours sur la 4e génération, vous en aurez. Ça délivre de l'électricité industrielle dans un horizon qui est quelque part avant 2050. Mais là, il faut discuter avec les experts. Certains vous disent 2030, d'autres 2040. Bon, donc c'est quand même dans l'horizon 2050 que j'aime bien parce que je le trouve assez concret. C'est 2 générations, c'est vraiment demain. ITER, c'est après. Donc c'est pas sur le chemin critique de la transition qui est aujourd'hui. Alors sur Internet, il y a 2 questions, je pense. Il y a la première, c'est les émissions de gaz à effet de serre, donc grosso modo les émissions énergétiques qui sont liées à Internet. Ça, elles sont assez bien mesurées. C'est pas si facile que ça. Nous, Carbone 4, on a des clients qui sont dans l'informatique et dans les télécoms qui nous demandent pas mal de chiffres. On a quand même beaucoup de mal parce que ce soit Apple ou les autres, à un moment donné, l'info ne sort plus, quoi. Il la donne pas, l'info. Donc c'est un petit peu difficile à chiffrer, mais les ordres de grandeur qu'on a, c'est que le poste d'émissions de CO2 équivalent lié à Internet, et grosso modo l'ensemble de ces nouvelles technologies, c'est 3%. Donc ça pèse à peu près comme l'aviation dans le bilan mondial. Ça, on sait à peu près. On sait à peu près que c'est la source d'émissions de CO2 la plus croissante, celle qui croisse la plus vite. Donc on sait mesurer cet effet-là. Et comme on sait le mesurer, les entreprises qui sont dans ce secteur-là, elles se bougent les fesses pour essayer de faire des économies d'énergie. Il y a intérêt à le faire, hein, pour plein de raisons, qu'elles soient économiques ou de réputation. Après, il y a plein d'autres enjeux que je sais pas, sur lesquels je ne sais pas, donc je n'ai rien à vous dire. Il y a peut-être des enjeux sanitaires, environnementaux, moi j'y connais rien, donc je ne sais pas. L'autre truc que je commence à voir, c'est la question de savoir si c'est un mythe ou pas un mythe, l'usage positif d'Internet dans la transition énergétique. Ça, c'est une question de fond. Est-ce que la mobilité 2.0, c'est un rêve d'ingénieur et un rêve des mecs de l'ADEME, ou est-ce que des nanas d'ADEME d'ailleurs, ou est-ce que c'est un truc qui existe? Est-ce que les téléconférences qui permettent de remplacer des voyages d'avion, c'est quelque chose qui existe ou c'est un mythe? Moi, mon sentiment, mon feeling, c'est que c'est pas un mythe. C'est-à-dire que mon feeling, c'est que on est en train. Alors, je prends l'exemple de la mobilité parce qu'il me paraît assez typique. Je pense qu'on peut faire de l'optimisation de remplissage de voitures et qu'on le fera grâce à ça. Donc, c'est Internet mobile, hein. Je crois. Or, c'est majeur parce que si vous réfléchissez 2 minutes,
Prenez le sujet facteur 4. Vous vous dites comment je fais pour diviser par 4 la consommation de pétrole des bagnoles d'ici 2050. Bon. Première solution. Alors vous dites grosso modo l'ordre de grandeur de la consommation du parc, elle est de 7 litres. Quelque chose comme ça, l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'il faut descendre en dessous de 2 litres au 100. Dans le parc. Pas dans la consommation de la voiture qui sort la neuve, le parc. Donc en moyenne. Donc ça veut dire qu'il faut y aller. Moi, ce que je pense, c'est que comme on a un taux de renouvellement du parc automobile qui est d'un peu plus de 10 ans, ça fait deux renouvellements d'ici 2050, un peu plus, on va y arriver. Bon. La technologie, etc., on va y arriver. Mais vous voyez bien que si vous avez un taux de remplissage de la voiture qui est multiplié par 2, ça fait exactement la même chose que de diviser par 2 la consommation de la bagnole, si grosso modo les distances parcourues sont les mêmes, ce qui est le cas. Aujourd'hui, on plafonne les distances parcourues par la voiture. Donc aujourd'hui, le taux moyen de remplissage d'une voiture, ça doit être 2, quelque chose. En urbain, c'est 1, quelque chose. En urbain, c'est très près de 2 et au total, en moyenne, c'est un peu plus de 2. Donc augmenter le remplissage, c'est exactement équivalent à diviser la consommation. Donc c'est un enjeu majeur de la mobilité. Bon. Et donc je pense vraiment que ce qui coince en matière de remplissage, c'est l'information. Donc l'information soit au service du meilleur remplissage des bagnoles, ça me paraît assez évident. Sur les vidéoconférences, la téléphonie, ça se discute un peu plus. J'ai quand même l'impression que le trafic, enfin j'ai pas l'impression, je suis sûr, le trafic aérien continue à augmenter, y compris dans le milieu des affaires. Et donc j'ai l'impression qu'il y a plutôt un effet de surajout qu'un effet de substitution. Voilà. Mais bon, je pense que très globalement, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Moi, je vois beaucoup de jeunes, de jeunes collègues à vous, qui font beaucoup de choses avec ces outils modernes. Je vois que, par exemple, je vais prendre le dernier exemple et après je vous repasse la parole, sur les questions de la maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments, sur la question de la consommation, sur la question des comportements, ça me paraît évident que l'information est déterminante et que le transfert d'informations l'est. Voilà. On va prendre un dernier groupe de questions. Oui, moi j'ai une question un peu plus terre à terre peut-être. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces questions sont basées en fait sur ce que vous avez dit, une augmentation d'environ 4 degrés de la température, mais finalement la planète s'est déjà acclimatée entre guillemets à des évolutions climatiques au cours des siècles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va s'habituer et que peut-être que la température va augmenter, mais nous allons nous habituer et on va avoir un mode de vie peut-être différent, mais finalement c'est surfait de réfléchir à toutes ces questions, sachant qu'on pourrait vivre très bien avec une planète plus chaude, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de la conférence de Paris en 2015, en évoquant l'importance en fait de ces conférences. Mais est-ce que vous pensez pas que leur impact est limité? Je pense à la conférence de Varsovie sur le climat qui a finalement pas abouti à grand-chose du fait qu'elle était, peut-être en particulier à cause du fait qu'elle était organisée dans un pays producteur de charbon et dont l'économie est basée sur le charbon. Ok. Une dernière question. Je voulais vous poser une question à propos des ressources alternatives, comme par exemple les gaz de schiste, qui sont pas du tout exploités en France actuellement. Et je voulais savoir si on envisageait dans un horizon assez proche de les exploiter. Ok. Alors la première question, c'est même pas mal. Alors même pas mal le changement climatique. C'est ça. Bon. Alors renseignez-vous. Lisez. Donc c'est pas compliqué. Le remède à votre maladie, c'est d'aller lire les travaux du GIEC sur les conséquences du changement climatique. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous, me semble-t-il, si je peux me permettre, vous mélangez, ou alors on va dire autrement plus gentiment. Il ne faut pas mélanger deux problèmes différents. Évidemment que vous avez raison sur le fait que la planète va s'habituer à ce sujet. D'ailleurs, je crois l'avoir dit assez clairement. Il y a eu 5 crises majeures d'extinction de la biodiversité, il y en a une 6e. Le climat a bougé de manière absolument invraisemblable dans l'histoire de la vie. Il y a eu même des événements, apparemment c'est encore un peu discuté, mais il y a eu des périodes de la vie de la planète où on était snowball, comme une boule de neige. Bon. Donc évidemment, même pas mal, la planète elle s'en fout complètement de ces histoires-là. Donc je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est pas du tout mon propos.
Je vous ai dit, moi, mon sujet, c'est mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Donc là, moi, j'ai la conviction, parce que j'ai lu, donc lisez, que ça fait très mal. Et je dis par ailleurs que ça fait très mal parce que la crise est systémique. C'est-à-dire que si je prends un exemple très simple, j'ai 3 enfants et mon petit dernier a passé 6 mois en Inde. Bon, aller faire un tour en Inde, au moment où Moscou était sous une chaleur accablante, il y avait 20 millions de Pakistanais qui se déplaçaient, 20 millions, parce qu'il y avait un peu trop de flotte. 20 millions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les déplacés climatiques. Donc je ne parle pas de vous à titre personnel, mais je dis les 20 millions, eux, ils ont compris leur douleur. Donc quand vous imaginez, et je prends un exemple parce que sinon je recommence toute la conférence sur le changement climatique, quand vous imaginez 2 minutes la montée des eaux et le fait que sur toutes les zones côtières des océans et des mers, il y a 2 milliards de personnes qui seront dans des zones tout mélangé, tout humide, parce que voilà, et que eux, ils auront envie de se déplacer. Sauf que c'est pas si simple que ça de se déplacer dans une planète sur laquelle il y a 7, 8, 9 milliards, parce qu'en général, les bonnes zones sont occupées, et donc ça cogne. Donc ces gens vont rester, sauf s'ils sont très puissants et qu'ils ont un gros bazooka, grosso modo, ils vont rester là où ils sont. Et là ils auront donc des problèmes de mode de vie, de conditions de vie qui vont être extrêmement dégradés, parce qu'ils n'auront pas eu forcément les moyens d'un jeune ingénieur français riche. Très probablement, ils auront des petits soucis de nourriture, parce que le poisson dont je vous ai parlé, qui est essentiellement comme ça qu'ils gagnent leur vie, va être un petit peu plus dur à trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc même pas mal pour vous peut-être, mais pas pour eux. Ça, c'est la première réponse, pour être un peu agressif. Et la deuxième réponse, c'est si vous pensez, vous à titre perso, comme un certain nombre de personnes, que les quelques mecs qui vont s'en sortir, c'est-à-dire le milliard de gens qui ont les revenus pour s'organiser, s'adapter, vont s'en sortir, avec 8 milliards d'êtres humains qui s'en sortiront pas, je pense que vous êtes très angélique. Donc je pense que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, parce que je pense que 8 milliards, c'est quand même beaucoup. Sur la COP21, à quoi ça sert les grandes conférences internationales? Alors là, j'ai une réponse extrêmement simple. Vous savez qu'il y a eu une conférence à Montréal sur le problème du trou de l'ozone. Le trou de l'ozone, c'était un truc assez simple, parce que grâce à Crutzen, le même, celui qui a proposé le mot anthropocène, on a compris que les CFC étaient à l'origine de ce fameux trou de l'ozone, qui avait tout un tas de mécanismes chimiques dans l'atmosphère qui changeaient la densité de l'ozone. On a compris ça. Et on s'est réunis au niveau international. Les premières réunions internationales ont été des échecs parce que le lobby, qui en l'occurrence n'était pas Total, mais était Dupont de Nemours, ne voulait pas entendre parler de la moindre régulation sur les chlorofluorocarbones, là, les propulseurs, parce que c'était le cœur de son business. Et comme c'est des Américains pragmatiques, en même temps qu'ils luttaient contre la régulation, ils développaient des technologies alternatives. Le jour où les technologies alternatives ont existé, elles existent aujourd'hui, le CFC a été interdit au niveau mondial par le protocole de Montréal, précisément, avec des négociations de biseau pour les pays émergents. S'il n'y avait pas eu de négociations internationales, le problème n'aurait pas été résolu. Donc pour moi, c'est complètement évident. Le climat est un bien public mondial. Par la porte ou par la fenêtre, ça se résout au niveau mondial. Maintenant, c'est pas parce que ce que je dis apparaît complètement indiscutable dans le plan théorique que ces conférences marchent. C'est super dur. Pour la raison que je crois avoir expliquée, mais je le dis de manière explicite pour qu'on s'entende bien, c'est que notre mode de vie, le fait qu'on est confortable et qu'on pense qu'on va être confortable pendant les 50 ans qui viennent et que même pas mal, il est dû à notre capacité de consommer beaucoup d'énergie. Et, je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas eu le temps, dans les émissions de gaz à effet de serre, le post-énergie est important. Hein, c'est sans doute 60% à 2/3 du problème. Donc on n'échappera pas à l'idée suivante, c'est que pour résoudre la crise climatique, pour limiter, je pense que évidemment on augmentera la température moyenne planétaire jusqu'à 2 degrés ou 3 degrés, ça je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, mais pour éviter d'aller vraiment au-dessus, de ne pas trop dépasser cette zone-là, il faut forcément qu'on réduise notre consommation, nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut donc probablement, et de manière presque certaine, qu'on réduise notre consommation énergétique. Dans les travaux prospectifs de l'AIE, qui n'est pas non plus l'Agence internationale de l'énergie, c'est vraiment pas des écolos, ils disent tous que pour faire le fameux facteur 4, la moitié du chemin, c'est la réduction de notre consommation d'énergie. Bon, et l'autre moitié, c'est des technologies bas carbone. Bon. Donc de toute façon, ça c'est sur la route de la négociation. Vous comprenez bien que c'est une négociation super dure. C'est super compliqué de se mettre d'accord entre les Indiens
qui rêvent que d'un truc, c'est de consommer beaucoup d'énergie, parce que allez-y là-bas, vous verrez, quand vous n'êtes pas électrifié, c'est un peu emmerdant. Les Chinois qui ont besoin d'une croissance très forte pour garder un équilibre social. Et nous, de notre côté, on est un peu gavés, mais on est quand même envie de toujours plus, parce que quand même, les télés à l'écran plat, c'est vachement mieux que les télés qui sont plus petites. Voilà. Donc, c'est pas parce que les négociations internationales sont compliquées qu'il faut pas le faire. Et si je peux me permettre un peu d'optimisme, Copenhague a été un échec énorme, parce qu'on en attendait beaucoup trop. Paris, je pense que vous allez voir qu'il y aura des pas en avant importants, et que ce sera pas le grand soir, mais qu'il va se passer des choses très, très intéressantes à Paris. Voilà ce que je crois, mais je crois qu'il y avait une autre question. Les gaz de schiste, ah oui quand même, on termine sur les non conventionnels. Quand même, j'en ai pas parlé, ça aurait été trop dommage. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Première question, c'est une question de est-ce que vous avez le sentiment qu'on va réouvrir le dossier gaz de schiste? Là, moi, ça me paraît clair que oui, pour des questions politiques, là, pour le coup. Je ne sais pas quand, mais je pense qu'on va le réouvrir. Deuxième question, est-ce que ça va changer la face du monde? Réponse est non. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher du gaz de schiste en Arkansas. Alors là aussi, hein, j'y passerai 3 heures, mais c'était un des grands sujets du débat national sur la transition énergétique. J'ai moi-même organisé le débat sur le gaz de schiste. On a discuté pendant 3 heures. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire du gaz de schiste en Arkansas ou au Dakota, où il y a un habitant au kilomètre carré, que dans le Luberon, où vous avez des habitants, du tourisme et des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on défigure le paysage. Donc, moi, je pense que la réalité du potentiel gaz de schiste en France est assez limitée, parce que c'est pas si simple que ça dans des pays assez densément peuplés de le sortir, et que le principal sujet des gaz de schiste, c'est pas les problèmes de fracturation hydraulique, c'est ce qui se passe au sol, en surface. Hein, c'est-à-dire que quand vous exploitez ça, il faut des zones d'exploitation avec l'appareil de retraitement, le machin. Si vous n'avez pas les canalisations, il faut des camions, donc il faut des routes. Si vous faites ça dans un beau parc national, ou si vous faites ça dans un pays agricole où il y a vraiment besoin d'agriculture, vous attaquez dans le revenu des riverains. Bon, donc les riverains, ils n'auront pas envie, d'autant plus qu'en France, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, le sol, enfin les éléments du sol appartiennent pas aux propriétaires. Donc il y aura un problème de compensation. N'oubliez pas que le nucléaire en France s'est beaucoup développé grâce aux généreuses enveloppes qui ont été filées aux riverains et au fait que les maires des villes se disaient par ici la bonne soupe de la taxe professionnelle. Donc il y avait des compensations très très fortes à l'installation du nucléaire qui ont rendu le nucléaire acceptable localement. Dans le gaz de schiste, ça va pas se faire comme ça. Donc en France, j'y crois pas. En Pologne, vous avez regardé ce qui se passe. Hein, il y a des permis qui ont été donnés et en fait, on s'aperçoit que c'est moins juteux que ce qu'on croit. Nous, à titre professionnel Carbone 4, on vient de terminer une très grosse étude pour le compte de l'Union des industries chimiques françaises, du lycée. Donc je pense qu'il doit y avoir de l'information dans ce site de Carbone 4 sur les conclusions de cette étude. Elle montre clairement que c'est effectivement un petit levier du problème de la chimie. Le problème de la chimie européenne, c'est qu'elle est en train de subir la concurrence extrêmement massive de la chimie américaine qui bénéficie d'un gaz pas cher. Donc c'est ça. Et ben on a regardé, on a fait les calculs dans tous les sens, on s'aperçoit que oui, certes, c'est un petit levier, mais que ça ne résout pas du tout le problème de compétitivité de la chimie européenne. Bon. Et puis dernier point, pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, moi je ne suis pas fondamentalement et basiquement contre le gaz de schiste, j'ai juste une remarque que je n'ai pas eu le temps de vous faire, mais je vous la fais pour terminer, c'est le dessert, c'est qu'il y a beaucoup plus d'énergie fossile sous nos pieds, sous forme de charbon principalement, de pétrole et de gaz, mais beaucoup plus dans un rapport qui est pas loin d'un facteur 10 probablement, entre ce qu'il faut comme énergie et comme carbone pour déstabiliser l'atmosphère et pour avoir un 3-4 degrés, que ce qu'on a sous terre. Donc notre problème principal, il n'est pas de sortir les énergies fossiles de la Terre. Notre problème principal, c'est de ne pas les sortir. Bon. Donc j'ai beaucoup de mal à penser que si c'est ça notre problème principal, qui est de ne pas sortir l'énergie fossile de Terre, c'est une solution de sortir le non conventionnel. Je pense qu'il y a une contradiction dans le raisonnement. Alors localement, c'est peut-être pas complètement contradictoire. Je préférais que les Polonais sortent du gaz que du charbon, parce que c'est meilleur pour le climat. Mais mon petit doute, c'est que s'ils sortent le gaz aujourd'hui, demain matin, ils sortiront le charbon. Parce que notre problème de fond, très très fondamental, c'est comment on fait pour se passer de ces chères énergies dont on en a beaucoup trop sous les pieds. Donc notre problème, il y a un problème d'excédent d'énergie et pas du tout de pénurie. Voilà mon propos et je pense qu'on peut s'arrêter là.
Merci.